J'ai l'impression, tu sais, d'avoir construit ma vie brique à brique et que toutes les briques d'avant, elles servent ce que je suis aujourd'hui. Que oui, il y a des portes qui se sont ouvertes, j'ai su rentrer dedans, j'ai su prendre les risques, j'ai su trembler mais foncer, j'ai su, euh, j'ai su aussi investir. C'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné il y a pas très longtemps, d'écouter la petite voix qui était à l'intérieur de ma tête, parce qu'elle me disait toujours des trucs intelligents. Et, et comme je voulais pas y croire, je la balayais toujours du revers de la tête pour moi, de la main. Et un jour, il y a une femme extraordinaire qui m'a dit, Miguel, cette petite voix, qui qu'elle soit, si tu l'écoutes, tu vas gagner en énergie. Et elle a pas tort. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. J'ai découvert, il y a maintenant 1 an, le travail de Gaëlle suite à son TEDx sur le cycle menstruel. Une mine d'or pour mieux comprendre les femmes. J'étais impatiente à l'idée de l'interviewer, car c'est une femme hors du commun et son parcours est d'une extrême richesse. Que cela soit du point de vue professionnel, car elle a arrêté ses études après 3 mois de fac pour faire de l'événementiel, a repris ses études 3 ans plus tard pour travailler dans la banque, et suite à son congé maternité, Gaëlle décide d'entreprendre et de créer Kiffe ton cycle. Gaëlle nous raconte aussi la PMA pour avoir sa fille et son burn-out. C'est la première personne que je rencontre qui a fait un burn-out et retourne dans la même entreprise ensuite. C'est très riche en apprentissage. Aujourd'hui, Gaëlle est entrepreneuse, coach, conférencière et auteure. Je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Gaëlle Baldassari. Bonjour Gaëlle. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Oui, alors c'est une peluche en forme d'utérus avec un sourire, il y a 2 petits yeux malicieux, un petit sourire, il y a marqué Kiffe ton cycle dessus. Et c'est notre mascotte à Kiffe ton cycle. Mais surtout, c'est comme une promesse. Tu sais, souvent, on me dit kiffe ton cycle, mais c'est pas possible pour tout le monde. C'est pas sympa de mettre une injonction. Et je leur dis toujours, mais c'est pas une injonction, c'est une promesse que j'ai envie de vous faire. Et du coup, voilà, cette petite peluche avec son sourire en forme d'utérus nous fait la promesse qu'il est possible de kiffer son cycle. Avant qu'on parle de ça, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi? Alors, j'ai grandi à Saint-Brice-sous-Forêt, dans le Val d'Oise, juste à côté de Sarcelles. En fait, une petite ville coincée entre Sarcelles et Montmorency, ce qui résume bien ma vie. Sarcelles, qui est assez connue pour être une ville avec des quartiers un peu chauds et en tout cas beaucoup d'animations multiculturelles. Montmorency, qui est connue pour être la bonne bourgeoisie de banlieue. Et ça résume assez bien qui je suis, quelqu'un qui est en capacité comme ça d'aller d'un monde à l'autre avec un très grand naturel. Et c'est vrai que j'ai fait mes études, moi, au lycée de Sarcelles, et j'en suis aujourd'hui très fière. Et quand je retourne les voir, je leur dis oui, il est possible d'avoir fait ces études ici et de s'éclater et de faire des super carrières. Génial. Et quel type de petite fille tu étais? Ah, ça c'est une petite fille avec laquelle il a fallu que je renoue bien plus tard pour comprendre qui elle était. Parce que j'étais avant tout une petite fille qui donnait l'illusion d'aller très très bien et qui allait très très mal. Oh bah tu vas pas commencer à me faire pleurer dès le début du podcast. il est 9h13. qui allait très mal parce que en fait je comprenais pas ce monde. Je comprenais pas ce que font les gens. Aller bosser tous les jours devant des écrans toute la journée, à sembler s'imposer des choses. Enfin, tu vois, vraiment, j'ai mis très longtemps avant de le comprendre. Je suis pas sûre de le comprendre aujourd'hui, mais j'en ai fait ma situation. Et du coup, par contre, ce qui se passait, c'est que contrairement à aujourd'hui, j'avais un masque permanent. Et je me souviens d'avoir des pensées vraiment, il y a des adultes qui sont là, il faut que je fasse ça, tu vois. Et d'avoir ces quel âge à cette époque-là? Mais j'avais 6-7 ans, toute jeune. Fou, hein. Je me souviens d'avoir ces pensées-là, d'être dans un centre de loisirs et de me dire, il y a des adultes qui visitent le centre, il faut que je donne une bonne image du centre et de me mettre à jouer, à surjouer certainement le truc. Et c'est fou d'avoir ces souvenirs-là qui sont quasiment mes premiers souvenirs que j'ai conscients, d'avoir déjà des souvenirs d'hyper-adaptation. Ouais. Voilà. Et puis plus
un peu plus âgée, à partir du collège, en fait, cette hyper-adaptation s'est transformée dans une grande capacité à louper les cours sans que personne s'en rende compte. Et donc, j'ai été beaucoup solitaire, tranquille sur mon canapé, parce qu'en fait, je loupais les cours, mais je revenais à la maison. Ouais, c'est ce que j'allais demander. Tu loupais les cours, mais tu faisais quoi? J'étais juste avec moi. En fait, rien. Je ne faisais rien. J'étais même pas en train. Je pourrais te raconter que j'ai lu, que j'ai nourri mes passions et tout. Non, franchement, j'allumais la télé en toile de fond et j'étais sur le canapé. Je crois que j'avais l'immense plaisir de ne rien faire. Et tu disais que tu avais l'image de personnes qui travaillaient face à un écran. Tes parents, ils faisaient quoi ou ils font toujours quoi comme métier? Alors, mes parents ne travaillent plus aujourd'hui. Ils sont à l'heureuse retraite parce qu'ils sont vraiment très joyeux. Déjà, mes parents, ils m'ont montré l'exemple de parents qui aimaient leur métier. Donc ça, c'est quand même joyeux parce que moi, j'ai jamais vu mes parents partir le matin en disant « Ah, je suis pas contente de ce que je fais, tout ça, je déteste aller à mon bureau ». Moi, mes parents sont partis jusqu'à la fin heureux au bureau et donc pas forcément au bureau parce que ma mère était éducatrice de jeunes enfants. Elle travaillait dans un hôpital. Ok. Et j'ai toujours admiré ce qu'elle faisait parce que je trouvais que c'était très peu reconnu par rapport au bien-être qu'elle pouvait donner aux enfants, aux familles, cette capacité à accompagner la souffrance. Enfin voilà, moi je lui disais, je finirais en larmes tous les jours. Elle me disait, oh ça m'arrive. Et voilà, elle était passionnée, elle m'emmenait de temps en temps à l'hôpital et j'adorais être au travail avec elle. Et mon papa a longtemps travaillé dans la banque. Comme directeur d'agence, donc quand j'étais petite, il m'arrivait d'aller à son agence et de travailler, parce qu'à cette époque-là, c'était pas choquant qu'un enfant de 7, 8 ans, 9 ans réponde au téléphone en disant « Bonjour, le CIC, vous voulez parler à qui ?» Aujourd'hui, on pourrait plus faire ça, malheureusement. Je gagnais $1 par jour travaillé, ce qui fait que j'étais un peu exploitée quand même. Pourquoi $1? En fait, c'était la dame de la caisse qui travaillait au guichet, qui, je pense, avait des dollars comme ça. Tu sais, parfois, on a des fonds de caisse, des gens qui nous ont donné une pièce comme ça, parce que bien sûr, on ne peut pas toucher à la caisse. Ou quoi. D'accord. Voilà, et donc en fait, elle m'avait donné un billet, $1. Et à la limite, il y avait beaucoup plus de valeur pour moi, tu vois, que si elle m'avait donné 5 francs, parce que c'était en francs à l'époque. Je pense que ça avait beaucoup plus de valeur, tu vois, il y a le côté très exotique. J'étais tellement fière avec mon billet $1. Donc voilà, et puis ensuite mon papa est devenu directeur financier dans des entreprises et là j'ai moins vu parce que là pour le coup c'est là où je me disais il a l'air content hein, mais je comprends vraiment pas ce qu'il fait de ses journées. Et toi, tes rêves, du coup, quand tu étais petite, tu disais quand je serai grande, tu rêvais de faire quoi? Alors j'ai eu plusieurs phases. J'ai commencé par vouloir être pilote d'avion quand j'avais 3 ans. Donc oui, je prenais l'avion pour aller voir mon papy et ma mamie et du coup j'avais la chance, souvent j'avais l'audace de demander à aller voir à la cabine. Les pilotes et du coup à la cabine, voilà, et du coup ça me faisait rêver. Et puis après j'ai voulu vivre dans un champ sans rien. Le long de la voie ferrée, je sais pas pourquoi j'avais cette image-là, un champ de maïs, le long de la voie ferrée et d'avoir une vie complètement sans rien. Ça, c'était mon grand rêve adolescente, justement quand je comprenais rien à ce qui se passait autour de moi. Et puis ensuite, prof de biologie et chercheuse. Et ça, c'était quand? Et ça, c'était tout le lycée, même du coup, j'ai commencé des études de biologie en fac. Donc voilà, tout le lycée jusqu'en fac. En fait, j'aimais bien l'idée d'être maître de conférence, pouvoir faire de la recherche et être prof. Partager voilà. Un petit écho à ce que tu fais aujourd'hui. Complètement. Et donc, au moment de choisir justement les études que tu allais faire, comment ça s'est passé pour toi? Du coup, j'ai choisi de partir dans des études de biologie, mais c'était un peu sans trop me poser de questions. D'ailleurs, c'était un peu ça qui était étrange, je pense. J'étais forte en biologie, une super fac de bio à Paris me prenait. Je ne me suis pas trop posé de questions, j'étais contente d'y aller. Et au bout d'un semestre, je m'ennuyais quand même ferme. Et puis j'ai commencé à travailler à côté, à faire des petits boulots d'étudiante. Et puis à la fin du premier semestre, j'ai commencé à faire les cours en cours du soir et à me donner la priorité à mon travail. Et c'était quoi comme petit travail? J'étais hôtesse. Ouais, non, oui, c'était un travail. Pour le coup, on bossait beaucoup, mais c'était considéré comme un petit travail, effectivement. J'étais hôtesse d'accueil dans les événements. Okay. Et puis ensuite, assez rapidement, chef d'équipe du coup d'hôtesse. D'accord. Et quand tu as dépriorisé finalement tes études, comment ton entourage, tes parents l'ont vécu?
Ah, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps. Il y a eu une grande discussion dans la cuisine. Alors, c'est très drôle parce que qui n'était pas lié au fait que je dépriorise mes études, mais qui était lié au fait que je faisais mes études en cours du soir à Paris, que donc je rentrais à Saint-Brice-sous-Forêt, donc à la gare de Sarcelles-Saint-Brice, tous les soirs, tard, aux alentours de 23h à 23h30, et que ça faisait terriblement peur à mes parents. Donc, le problème était plus là, finalement. Je pense que mes parents me le disent encore aujourd'hui. Ils ont toujours eu confiance dans le fait que j'allais faire quelque chose. Ils n'avaient pas envie de me pousser, ni de... Mais par contre, ils étaient très inquiets que je fasse les études en cours du soir. Et je me souviens de cette phrase de mon papa qui me dit, dans un élan de désespoir de me contraindre à changer d'avis, eh bien, puisque c'est comme ça, si tu loupes ton année, tu me rembourseras ton argent de poche. Et je lui dis, mais j'en ai pas besoin de ton argent de poche, je travaille. Et là, j'ai senti toutes ces capacités de négociation s'effondrer. Voilà, et puis en fait, assez rapidement, ensuite, j'ai pris un appartement à Paris et je suis partie de chez eux. Et du coup, ils étaient beaucoup plus rassurés du fait que je rentre à Paris qu'en banlieue, quoi. Et donc là, t'as mené en parallèle donc études plus job. T'as réussi à faire les deux jusqu'au bout. Non, je suis pas allée au bout. Enfin, je suis allée au bout de la première année de biologie, mais j'ai pas continué derrière. Et en fait, il y avait aussi un tiraillement, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai vu un prof dans l'amphi et il avait ces pages toutes jaunes qui récitait depuis des années, et je me suis dit, mais je veux pas être ça, quoi. Et je sais pas, j'ai eu comme un flash, et à ce moment-là, j'ai aussi réalisé que je comprenais rien au monde. Je comprenais rien à l'économie, comment était fabriqué l'argent, qu'est-ce qui se passait. J'avais l'impression d'être complètement hors sol avec mes cellules et puis des trucs que j'adorais, mais de pas comprendre le monde autour de moi. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de repartir vers le commerce, faire des études de commerce pour comprendre le monde. Et je suis rentrée dans la banque pour aussi peut-être un peu comprendre les choses de l'intérieur. Puis parce que mon papa m'a dit, fais ton alternance dans la banque, ils t'embêteront pas, et puis tu pourras travailler, tu pourras faire tes études à côté, ils vont pas venir t'embêter. Donc j'ai écouté mon père. Et donc là, du coup, t'as arrêté ton job pour du coup, enfin entre guillemets, reprendre tes études avec une alternance dans la banque pour comme ça avoir toujours les moyens d'avoir ton appartement. Oui, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, si j'avais pas été en couple, j'aurais pas pu payer mon appartement. Donc clairement, ça a été une grosse baisse de niveau de vie, de passer du job d'hôtesse, que je travaillais beaucoup. Donc je faisais beaucoup d'horaires, beaucoup de nuits, des choses comme ça. Donc du coup, j'avais un salaire qui était très correct. Et c'est vrai que quand je suis repassée en alternance, la dégringolade a été un peu rude, et très gentiment, j'ai trouvé, mes parents m'ont proposé de m'aider à ce moment-là et m'ont redonné l'argent qu'ils comptaient me donner pendant mes études, en fait, Ah, à chouette. ce moment-là. Ouais. Donc ouais, mais j'ai des parents extraordinaires, vraiment. T'avais quel âge du coup à ce moment-là? Ah, j'avais 19 ans. Ouais. Oui, ce qui en fait, vu de l'extérieur, tu te dis finalement, t'avais déjà un train de vie d'une personne qui bossait et qui gagnait sa vie, mais bon, quand tu dis finalement, entre guillemets, tu n'avais que 19 ans et maintenant, moi j'ai 38 ans, je me dis, t'étais un bébé. Oui, mais à cette époque-là, quand je suis revenue en BTS action commerciale, ouais, ce qui était drôle, c'est que les élèves qui étaient en classe avec moi, ils étaient chez papa-maman. Pour eux, l'argent qu'on gagnait, c'était de l'argent de poche, et s'ils sautaient une année, c'était pas très grave. Alors que moi, j'avais vraiment la niaque, quoi. Et je leur disais, mais c'est juste, vous taisez, je suis en cours, je veux mon BTS, je referai pas une année de plus, quoi. Donc c'est ça la différence, peut-être, c'est le fait qu'à un moment, on a la conscience que... Et puis, quand on rentre à la maison, il y a les devoirs à faire, mais il y a aussi le ménage, il y a aussi tenir un ménage quelque part, aller faire les courses, etc. Voilà, la vraie vie. Mais oui, j'étais un bébé. Un joli bébé. Et donc, du coup, tu mets un premier pas dans la banque. Ouais. Tu y restes? Ouais, j'y reste, alors que je me dis que je veux pas y rester. Je fais les 2 ans et je m'éclate. Je m'éclate comme chargée de clientèle. On me donne un portefeuille de clients. Donc, dès le début, une grande chance, même si j'ai passé quelques mois au guichet, mais ça a été très rapide. Et je dis, je ne veux pas y rester. Je veux retourner dans l'événementiel. J'aime trop l'événementiel. Et en fait, à la fin, ils me font une proposition que je ne peux pas refuser. D'avoir un salaire au-dessus des autres de ma promo, en fait, avec un poste hyper intéressant. Et en plus, la promesse qui me forme. Et en fait, moi, à cette époque-là, je m'étais déjà fait la promesse à moi-même que je voudrais un bac+5, parce qu'il y avait une petite anicroche avant. Et donc, quelque part, ils me promettent qu'ils vont me former. Donc, je me dis, le salaire, les conditions et cette promesse-là, allez, j'y vais. Et du coup, je signe.
Pourquoi c'était si important pour toi d'avoir un bac+5? Ah, c'est une histoire qui s'est passée quand je travaillais dans l'événementiel, justement, où j'ai postulé sur un poste de chargé de projet événementiel. Et j'avais déjà fait ce poste plusieurs fois en intérim dans cette agence. Et ça s'était super bien passé. Les équipes étaient hyper enthousiastes de bosser avec moi. Et la personne qui s'occupait des RH, aujourd'hui, je sais plus si c'était un homme ou une femme. Tu vois, j'ai plus ce souvenir-là. Mais cette personne qui qui était directeur ou directrice des ressources humaines m'a dit ta candidature colle en tout point, mais je ne peux pas me permettre de prendre quelqu'un qui n'a pas de diplôme supérieur. Et ce jour-là, dans ma tête, je me suis dit, j'aurai un bac+5 comme ça, plus jamais personne ne sortira une ineptie pareille. D'autant qu'ils avaient pris à ce poste une nana qui avait un bac+3, effectivement, mais en droit. Le truc qui n'avait rien à voir avec le poste. Mais voilà, et j'ai senti toute cette bêtise humaine liée au diplôme. Et je me suis dit, OK, ma cocotte, s'il y a que ça, tu te démerdes pour les avoir. Et puis voilà, quoi. Donc voilà. Ça me fait penser à un jour, je prends un job et en gros, je regarde le profil de la nana que je remplaçais. Et là, je vois, waouh, donc elle était américaine et là, je vois Harvard. Je me dis, waouh, truc de malade et tout. Mais en fait, je regarde et en fait, à Harvard, elle avait fait genre des écoles, des études d'art, un truc, mais rien à voir avec le marketing. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais la puissance du nom de l'école, mais t'as envie de dire, mais en fait, elle aurait pu, faire Harvard, femme de ménage ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est juste le nom de l'étude ou le bac plus X qui finalement reste dans la tête des gens, et c'est fou. C'est ça. Donc du coup, voilà, moi je m'étais dit, c'est un peu ma petite revanche à moi. Non mais c'est bon, plus jamais on me sortira une bêtise pareille, quoi. Donc là, du coup, tu commences donc dans la banque en tant que conseillère de clientèle, et puis après, tu gravis les échelons. Tu te retrouves finalement à la place de papa quand il était directeur d'agence. Ah ouais, mais il y a eu un très long chemin entre les deux, parce que t'as pas fait ça en un clin d'œil? Ah non, mais au-delà de pas le faire en un clin d'œil, il y a eu beaucoup de parce que moi, en fait, à cette époque-là où j'étais chargée de clientèle, je disais jamais je serai directeur ou directrice. Pourquoi? Jamais je serai directrice. Parce que je voyais mon directeur et je trouvais vraiment, je disais c'est un sacerdoce. En fait, je trouvais qu'il était très mal payé pour le boulot qu'il faisait. Et en plus, moi, comme j'étais jeune et j'étais pas la seule dans l'équipe à être jeune, on était comment dire, d'une insolence à toute épreuve avec lui, le pauvre. Il s'en est pris plein la tête. Et voilà, je trouvais qu'il gérait des trucs aussi bêtes que savoir s'il y avait des ampoules et savoir si le ménage avait été bien fait, comme gérer les clients qui se mettaient à hurler. Et je trouvais que c'était d'une ingratitude totale, ce métier, et un sacerdoce. Et du coup, je m'étais dit, jamais je ferais ce boulot-là, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, tu t'y es retrouvée? Parce que justement, il y avait un très très long cheminement entre les deux. En fait, moi, après la BNP, donc je suis restée en tout 4 ans, 2 ans en alternance et 2 ans en CDI à la BNP. Et j'ai fait un micro-passage par HSBC qui s'est très très mal passé. Et après ça, j'ai choisi de partir faire le tour du monde pendant 1 an. D'accord, ça je savais pas. Donc, tu vois, il y a eu un très grand chemin, on va dire. Après le tour du monde, j'ai repris des études. Et le tour du monde, du coup, quel a été le déclencheur pour te dire je pars faire le tour du monde? Déjà, j'avais très, très envie de voyager. Moi, j'avais beaucoup de projets que j'avais un petit peu abandonnés parce que je m'étais fiancée, tout ça. Donc, j'étais rentrée un peu dans le moule. Et j'avais des grands projets. Je voulais partir 1 an vivre aux îles Kerguelen avec les pingouins pour les compter. Je voulais partir 1 an. Et ça, c'était déjà prévu. Et j'ai abandonné un peu au dernier moment pour rester avec mon chéri de l'époque. Je devais partir 1 an aux États-Unis comme jeune fille au pair. Enfin, tu vois, j'avais plein de projets comme ça. Et en fait, à ce moment-là, j'avais plus de job. Je m'étais séparée avec mon chéri. Et le chéri avec qui tu étais fiancée? Le chéri en question, ouais, exactement. D'accord. Et en fait, je me suis dit, c'est un peu le moment ou jamais. Et j'avais de l'argent sur le compte. Et coup de bol monstrueux, les actions de la BNP ont monté juste au moment où je suis partie. Et comme j'avais un plan d'épargne entreprise, j'ai récupéré cette petite manne-là, doublée du fait que mon chéri adorable de l'époque avait séparé nos économies en 2 alors qu'il gagnait beaucoup plus sa vie que moi. Il m'avait dit, de toute manière, si tu n'avais pas été là, j'aurais tout claqué, donc tu reprends la moitié. Ce qui est quand même... mais c'est un homme adorable, ça reste un homme adorable. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que nos vies se sont séparées que... Et donc, à ce moment-là, je me suis retrouvée avec une petite manne financière sur mon compte. J'avais 25 ans.
aucune envie de fêter la Sainte-Catherine. C'est con, Ouais. mais en fait, dans la banque, il y a cette tradition de fêter la Sainte-Catherine et je voulais pas. Et donc, je me suis dit, il faut que je me casse avant. Et puis aussi, cette envie de faire le tour du monde qui était là depuis longtemps, un momentum. Et puis aussi, je me suis dit, mais attends, j'ai 25 ans, j'ai 7 ans d'expérience professionnelle. C'est énorme. Je pense que si je pars un an, il n'y a pas grand monde qui va s'en rendre compte. Et par contre, mes copains qui sortaient un peu du sérail d'école de commerce, de tout ça, me disaient à l'époque, mais t'es complètement taré d'arrêter ta carrière maintenant, alors que tout marche pour toi. C'est le moment où il faut que tu sois là à fond, appuyé sur le champignon. Ils m'ont dit, tu vas tout jeter en l'air et t'auras plus de carrière derrière. Je dis, bah tant pis, je suis partie. Donc voilà. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu leur as dit Ma maman, elle m'a dit fonce, elle m'a dit bah ça m'étonne pas. On s'attendait à un moment ou à un autre que tu fasses un truc comme ça. Enfin, ils avaient déjà entendu parler des îles Kerguelen, donc à la limite, ça changeait pas grand-chose. Et puis mon papa, ça a été plus compliqué, mais j'ai trouvé ça magnifique. Mon papa exprime très peu ses sentiments. Et ce jour-là, quand je l'ai annoncé, il est devenu tout blanc et je suis allée un peu le choper tout seul et je lui ai dit mais vas-y, dis-moi ce que t'as, crache ta Valda. Et il m'a dit j'ai peur. Et c'était énorme pour moi. C'est la première fois que mon père me disait ça. Ouais. Et du coup, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que moi, je vais le faire, ce projet, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et il m'a dit, bah, donne-nous régulièrement de tes nouvelles. Du coup, je lui ai promis de le faire et je l'ai fait. Et le retour en France, ça s'est passé comment? Ah, bah, c'était un peu étrange. En fait, c'est particulier quand on revient comme ça de voyage. Il y a une partie de nous qui a absolument envie de revenir. Donc, j'avais mis des alertes de repartir. Donc, j'avais mis des alertes sur Internet pour les vols en Inde, pour savoir quand est-ce que le prix baissait. Et en même temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le tour du monde, il y a eu un alignement de planètes et il y a un moment où je suis revenue en France. J'étais au Guatemala. Ça s'est très, très mal passé pour moi, au Guatemala. J'ai fait une crise. Après, j'apprendrai que c'est une crise classique chez les gens qui voyagent tout seuls. Mais moi, à l'époque, je le savais pas. Je n'étais pas préparée à ça. Et je me suis retrouvée complètement paranoïaque, à pu vouloir sortir de ma chambre, être dans une détresse très importante. Et en fait, à ce moment-là, il se trouve qu'il y avait aussi des élections auxquelles il était important pour moi de participer. Alors, je ne sais plus lesquelles, mais je me souviens de ce truc-là. Et il y avait l'anniversaire des 50 ans de ma maman. Et il y avait un concours pour une école au Conservatoire national des arts et métiers. Et tout ça se passait dans une fenêtre de 2 semaines, tu vois, 2-3 semaines. Et du coup, j'ai pris un aller-retour pour la France. Je me suis requinquée. J'ai fait une surprise à ma mère parce que donc ils n'étaient pas au courant que je revenais. Génial. Et j'ai fait une surprise à ma mère le soir de son 50e anniversaire. Du coup, je suis arrivée dans un carton et j'ai cru qu'elle allait mourir, la pauvre, quand elle m'a vue. Et donc, j'ai passé le concours pour le Conservatoire national des arts et métiers. Les copains qui étaient avec moi au concours s'en souviennent encore tellement j'étais totalement azimutée et tellement je... Parce que du coup, tu n'avais pas préparé. Ah mais non, enfin, non. Et puis, j'ai oublié de retourner une feuille pour tout te dire. Il y a une des feuilles, je regardais à l'épreuve et je me disais quand même, les autres ont l'air de mettre du temps pour la faire. Mais voilà, malgré tout, je l'ai eu. Je suis rentrée dans cette école, donc j'ai quand même réussi à les convaincre que c'est une bonne chose de me prendre. Et je crois que j'étais allée voir le directeur d'études juste après en lui expliquant que j'avais pas retourné la feuille, que j'étais désolée. Enfin, vraiment, les gens m'ont dit, mais tu volais au-dessus du sol, quoi. Mais du coup, je suis rentrée en France avec ce projet. Ouais. Oui, c'était donc, pas en fait, comme ça. Voilà, c'est ça. Je savais que je rentrais à l'école, je savais que j'avais envie de faire cette école. Donc, du coup, ça s'est bien passé malgré tout. Mais c'est vrai qu'on est dans un état un peu second. Je souriais aux gens dans le métro qui me regardaient un peu bizarrement. Moi, alors, j'ai pas jamais fait le tour du monde et tout, mais j'ai vécu pendant 8 ans à Marseille et je suis repartie à Paris pendant 5 ans, le temps de faire mon burn-out. Et suite au premier confinement, on est reparti vivre à Marseille. Et je me rappelle à l'époque où, là, de toute façon, depuis qu'on est revenu à Marseille, je ne vais pas trop à Paris, hein, forcément, avec tout ce qui s'est passé cette année. Et je me rappelle, j'étais dans le métro, je discutais avec des gens et tout. Et à Paris, les gens, ils me regardaient genre, mais vous n'êtes pas d'ici. Je suis née à Paris, mais c'est vrai que je me suis évadée. Et Marseille, c'est un peu un autre pays, mais c'est vrai que les gens, parfois, ils te regardent, t'es là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, elle? Ah mais c'est ça, moi je parlais aux gens dans le métro, je repérais tous les touristes perdus, donc j'allais les voir en leur disant je peux vous aider et tout. Mais tu sais, en mode toute contente de pouvoir aider quelqu'un. Parce qu'on m'a tellement aidé pendant cette année que voilà, j'avais envie aussi d'être celle-là qui puisse de donner. Et voilà. Mais après, finalement, on se réacculture vite, hein, quoi qu'on en dise. Puis j'ai une super classe au CNAM avec moi. Donc voilà,
ça s'est super bien passé. Et donc là, le CNAM, tu le fais en enfin, comment ça se passe par rapport au fait que tu reprennes un job ou... Alors, je reprends pas de job, j'ai une chance pareille inouïe. Là, vraiment, c'est de la chance, hein, je vais pas dire le contraire. En fait, j'étais partie de mon ancien métier avec un droit, du coup, à Pôle emploi. Et pendant le tour du monde, je l'ai pas du tout activé parce que c'est pas légal et puis j'ai pas envie en plus de prendre la tête avec ça. Et donc, en fait, quand je suis revenue, je savais pas du tout, j'avais le droit de réactiver mes droits. Ok. Et donc, je me souviens, j'en ai pleuré dans le dans le bureau. Il était mort de rire, je pense, mais touché. Le bureau du monsieur de Pôle emploi à l'époque, qui m'explique que oui, il va me réactiver mes droits. Donc, c'était le bureau des ACEDIC, parce que c'était séparé à l'époque. Et il m'explique que il va me réactiver mes droits, mais que deux, comme je suis en train de lui expliquer que je vais reprendre les études, il va me laisser tranquille pendant 1 an. J'en pleurais tellement. Mais c'est vrai, vous pouvez faire ça, mais c'est un truc de fou. Et donc, j'ai repris mes études. En fait, c'était justement une proposition un peu particulière du CNAM qui permettait de faire la dernière année de licence et la première année de master en 1 an. Ok. Uniquement pour des gens qui avaient déjà travaillé, qui avaient déjà une expérience, du coup. Et donc, c'était très dense, effectivement, mais c'était en présentiel et le jour. Et donc, on a fait le premier semestre, une année de L3 et deuxième semestre, l'année de master, quoi, qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça. Parce que, oui. Ouais. Je ne me souviens plus des noms de l'époque. Ouais. Maîtrise, première, voilà. Ouais. J'ai fait ma maîtrise voilà. Et ensuite, à l'issue de ces 2 années-là, j'ai repris un travail et j'ai continué mes études pour avoir le DESS en cours du soir. D'accord. Et donc là, le travail, t'es retourné à la banque. À la banque. Je voulais retourner dans l'événementiel, j'avais toujours ça comme idée. Et puis j'ai fait en fait mon mémoire de master 1 sur le microcrédit. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant de savoir qu'il pouvait y avoir des banques qui puissent aussi accompagner quelque chose de l'ordre du soutien ou voilà. Et j'ai rencontré le crédit coopératif en faisant ce master-là, enfin ce mémoire-là. Et j'ai postulé à un poste totalement improbable où l'intitulé était tellement dingue que personne n'avait postulé. C'était quoi? J'ai été prise. C'était responsable éducation nationale. Ça ne voulait rien dire. Ah oui, en effet, oui. Ouais, vraiment. Tu dis, dans une banque, oui, c'est... non, mais ça ne voulait rien dire. Du coup, ma chef de l'époque me dit, tu sais, je vais être honnête avec toi, on n'a pas beaucoup de gens qui ont postulé. Je dis, bah, ça tombe bien. Et il s'avérait que c'était un poste très intéressant, mais effectivement. Très et donc là, tu vas y rester 10 ans, mais ça va pas se passer ouais. Non plus en mode ligne droite. C'est là où tu vas faire ton burn-out. Ouais. Ouais. J'ai été intrapreneuse pendant 10 ans au crédit coopératif. J'ai créé mes postes à chaque fois. Donc, c'est toujours des postes qui n'existaient pas, que j'ai créés. J'adore faire ça. Donc, je me suis vraiment éclatée, vraiment. Et le poste dans lequel j'ai fait un burn-out était un poste d'une directrice d'agence, justement. Tiens, c'est bizarre. Voilà, mais c'était après 6 ans, du coup, au crédit coopératif. Enfin, même 7 ans, après 7 ans au crédit coopératif. Et le burn-out, du coup, comment ça s'est passé pour toi? En gros, quels ont été tes signes avant-coureurs? Je sais que tu n'as rien vu venir. Ouais, c'est ça. Et c'était quoi, du coup, avec du recul, les signes que les autres ont vus, mais que toi, tu n'as pas vu? Avec du recul, même que j'aurais pu entendre, mais que j'ai pas entendu, c'est les autres qui me disaient, t'as l'air vraiment fatiguée. T'as l'air pas bien. L'autre signe que j'aurais pu voir, j'ai rien compris, c'était la procrastination alors que j'avais énormément de boulot. Je faisais de moins en moins dans mes journées, alors que j'avais de plus en plus de boulot. Donc voilà, je pense que ça, c'est les signes que j'aurais pu voir. Et puis, parce que tout ce qui est insomnie, etc., j'en ai beaucoup fait dans ma vie avant, donc c'était pas forcément des signes, même s'ils se sont accentués à ce moment-là, je suis pas sûre que j'aurais pu les voir, en fait. Mais voilà, le fait de procrastiner dans mon boulot alors que j'avais beaucoup de travail, le fait de me dire chaque jour, mais t'en fais de moins en moins, le fait de me retrouver à jouer des mineurs derrière mon écran en faisant en sorte que personne me voit, tu vois, alors que j'avais des dossiers de crédit à valider. Je pense que ça, j'aurais peut-être pu le voir, mais je l'ai pas vu. Et comment ça s'est passé, du coup, qu'est-ce qui a fait que, du coup, que tu t'es arrêtée? Une visite complètement banale à la médecine du travail. Mais alors vraiment normal en fait, qui était prévu parce que tous les ans ou tous les 2 ans, je ne sais plus, il fallait qu'on y aille. Et j'arrive à la médecine du travail et j'allais bien, hein, vraiment. Enfin, je me sentais bien en tout cas. Et la personne qui me reçoit me demande comment je vais. Et je m'effondre.
Et je m'effondre en sanglots et je dis mais ça va, juste je suis un peu fatiguée mais ça va. Et en fait, elle m'interdit de revenir à l'agence. Et elle me met en inaptitude temporaire. Donc, je me retrouve dans le RER à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est vraiment, je comprends pas. Je comprends toujours pas que j'ai un problème. Je suis juste persuadée que c'est n'importe quoi et que j'aurais jamais dû me mettre à pleurer devant cette personne qui visiblement surréagissait à ma réaction, alors que j'étais quelqu'un d'émotif et que c'est tout et que c'est ce que je lui avais dit. Donc voilà, je comprends toujours pas ce qui m'arrive. Je rentre chez moi. Sur le chemin, j'appelle mon médecin traitant qui me connaît depuis que je suis gamine, qui me dit, écoute, viens directement au cabinet quand tu arrives. J'y vais directement. Il se repasse exactement la même scène, c'est-à-dire qu'il me dit, comment vas-tu? Alors que j'arrive plutôt pimpante, j'avais pas pleuré dans le RER, j'étais bien. J'arrive plutôt pimpante et il me dit, comment vas-tu? Et pareil, je m'effondre. Et je lui dis la même chose, je dis, mais vous me connaissez, je suis émotive, tout va bien, je vais dormir cet après-midi et demain tout ira bien, etc. Et là, il me dit, Gaëlle, ce que tu fais, ça s'appelle alors, il m'a pas dit burn-out à l'époque, il m'a dit un syndrome d'épuisement professionnel. Et tu retourneras pas au travail demain, ni après-demain, ni la semaine prochaine. Ça va durer longtemps, mais je serai là. Et à ce moment-là, je me dis, n'importe quoi. Et je repars avec cet arrêt de travail. De combien de temps? De 15 jours. Mais il me dit, de toute manière, tu retourneras pas après 15 jours. Il me le dit, tu vois. Mais il me dit, voilà, pour le début, je rentre chez moi avec cet arrêt de travail. Et je dis ça à mon conjoint et je dis n'importe quoi. Enfin, juste. Donc je décide de ne même pas prévenir ma direction que j'ai cet arrêt de travail. Donc jusque-là, ils sont toujours pas au courant que je suis en inaptitude et que j'ai un arrêt de travail. Dans ma tête, le lendemain, je vais poser un RTT a posteriori et je retourne au boulot. Et ton conjoint, comment il aperçoit, enfin comment il réagit lui? Je sais plus. Je sais plus. Avec beaucoup de bienveillance, bien sûr, mais je ne sais plus. Je crois que je suis tellement en mode non mais juste n'importe quoi qui dit rien, tu vois, il essaye pas de quoi que ce soit. Ouais, il est pas genre soulagé de se dire ah bah enfin quelqu'un. Non, parce que je rentre encore une fois à la maison pimpante. Je pleure pas en rentrant à la maison, tu vois. Entre les deux, j'ai séché mes larmes sur le chemin. Tu dis il y a un complot autour de moi quoi. Ouais, enfin, en tout cas, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont tous, quoi. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui leur prend? Ça va. Oui, je suis fatiguée. Ok, promis, ce soir, je me couche tôt. Vraiment, c'est ça. Une tisane et au lit. Donc, c'est ce que j'ai fait. Effectivement, je suis rentrée à la maison, je me suis reposée, j'ai dû me prendre j'ai dû mettre un replay ou quelque chose comme ça. Et puis voilà. Et je me suis endormie, effectivement, assez rapidement. J'ai fait une grosse nuit, effectivement. Et le lendemain matin, pour le coup, c'est là que tout me tombe sur la tête. C'est-à-dire, je ne peux pas me lever. Mon conjoint s'était levé avant moi. Et donc, il était dans la cuisine, certainement. Et je hurle. Je dis, vraiment, je hurle en disant, mais je ne peux plus bouger. Il n'y a plus que ma tête il n'y a plus que ma bouche qui essaie de répondre. Le reste, il n'y a plus rien. Je ne peux pas lever mes mains. Je ne peux pas lever mes jambes. Je ne peux pas me lever. Donc là, c'est terrifiant. C'est terrifiant, je comprends pas ce qui m'arrive. Là, je me mets à pleurer, je sens un épuisement et là, c'est comme si tout arrivait d'un coup, quoi. Et je me souviens de me dire, je n'ai même pas l'énergie de contacter mon chef pour lui dire que je ne serai pas là. Et c'est mon conjoint qui va taper sur mon BlackBerry à l'époque l'email pour dire que je suis arrêtée pendant 15 jours. Donc voilà. Et à partir de là, c'est la descente aux enfers, quoi. Ouais, en fait, c'est fou. En gros, c'est la prise de conscience, c'est le fait qu'on mette un mot et finalement le psychisme, le corps, je sais pas. Enfin, bref, ça dit. C'est un peu comme quand t'annonces à ton chef que t'es enceinte et que ton ventre sort alors que le lendemain c'est ça. C'est à peu près. Oui, le parallèle est tout à fait juste. Ouais, tout à fait. Et toi, comment alors évidemment, c'est la descente aux enfers, mais comment tu le vis par rapport à ton chef? Est-ce que tu es en mode culpabilité? Comment tu... C'est un mélange énorme parce qu'en fait, il y a une partie de moi, et j'en parlais encore hier avec une copine qui ne m'a pas quittée pendant tout le burn-out, qui me disait, mais tu te laisses aller, quoi. Tu te mets un coup de pied au cul, c'est bon, tu y retournes. Enfin, je veux dire, c'est bon. T'as pas fait un infarctus, t'as pas un cancer, c'est n'importe quoi. Donc, tu vois, et donc, cette partie-là, elle est arrivée très, très vite. Et donc, malgré le fait que je ne puisse plus bouger, malgré tout ça, malgré le fait que, et ça, c'est une chance inouïe, le diagnostic a été posé, du coup, avant même que, donc, quelque part, j'avais quand même des choses auxquelles me raccrocher. Et ça a été, je pense, très salvateur.
malgré tout, ouais, c'est ça, vis-à-vis de même, c'est pas tant mon chef m'en fout, en vrai, je vais être honnête avec toi, je m'en fous, il est dans sa tour d'ivoire, tu sais, quand t'es directeur d'agence, ton chef, tu le vois jamais, donc, en tant que directrice, ouais, lui, je m'en fous, par contre, mes équipes, mes clients, là, c'est vraiment plus dur. Tu vois, j'ai vraiment l'impression de les abandonner en cours de route, de savoir qu'en plus cette agence est totalement ingérable, je le sais, et je me dis mais les pauvres quoi. Et en même temps je peux pas. Donc voilà. T'as été arrêtée combien de temps? En tout 5 mois. Ouais. Et ton conjoint, parce que clairement, le burn-out, c'est compliqué à vivre. Évidemment, quand c'est toi qui le vis, mais pour l'entourage, c'est un moment quand même particulièrement difficile. Comment lui, il l'a vécu? Moi, j'ai toujours été impressionnée. Je lui ai dit plusieurs fois que je suis même pas sûre s'il lui était arrivé ça, que j'aurais été capable d'être ce qu'il a été. Vraiment. Je suis toujours émue en y pensant. Parce que tous, mes parents, mon conjoint, tous ont été magiques. De toute manière, il n'aurait pas été là. En fait, il travaillait à la maison. Enfin, il était photographe et donc il passait beaucoup de temps. Il n'avait pas de bureau en soi. Et s'il n'avait pas été là, j'aurais été hospitalisée en psychiatrie. J'étais pas en état de quoi que ce soit. C'est-à-dire, je ne sortais plus de la maison, je ne sortais pas de la chambre déjà dans un premier temps. Ensuite, j'ai passé. Enfin voilà, c'était quand même assez impressionnant. Enfin, je veux dire, l'idée même de prendre une douche devenait complexe dans la journée. Je pense que c'était plutôt tous les 2 jours que tous les jours que je prenais une douche à ce moment-là. Il m'a nourri à la béquée. Soyons clairs, vraiment, il a tout fait. Pendant ce temps-là où j'ai été alitée au sens propre du terme, vraiment. Il a tout fait et en même temps, il m'a rien demandé. Il m'a pas dit de se mettre un coup de pied au cul. Il m'a dit, mais c'est comme ça. En fait, voilà. Il m'a soutenu du début à la fin. Il a soutenu dans mes crises d'angoisse parce qu'il s'est quand même passé des trucs très, très durs psychologiquement. Moi, j'ai eu des flashs de mort, des trucs qui sont venus me chercher très, très loin. Et il a été là. Juste là, quoi. Et en même temps, tellement là, quoi. Donc voilà. Et mes parents, pareil, en fait. Et j'étais surprise de ça. Je m'attendais notamment de la part de mon père à des réactions ou à des non-réactions un peu, voilà. Et non, ils ont été là. Ils m'ont dit, mais prends le temps qu'il faut. Voilà. Et mon médecin a été d'une exemplarité à toute épreuve. Mon médecin, la première chose qu'il m'a dit, c'est je t'interdis de prendre une décision. Tu n'es pas en état psychologique et physique de prendre une décision. Donc, je t'interdis médicalement. Parce que moi, ma première réaction, c'était je retournerai pas là-bas, etc. Et il m'a dit médicalement, je t'interdis. Voilà. Et il m'a tout de suite dit, écoute Gaëlle, on est dans un pays dans lequel la société protège les gens qui sont malades. Tu es malade. Et je vais aller plus loin. Tu es malade à cause de ton métier, à cause de ton travail. Et donc, le fait que ton entreprise en paye les conséquences, c'est plus que normal. Ils auraient dû faire des actions de prévention. Et il me l'a dit très tôt, ça, tu vois. Et donc, quelque part, il a dévissé le côté, voilà, je vais partir, je vais les laisser, je vais leur dire. Non. Il m'a dit vraiment, et je te rappelle que la loi ne t'impose pas de dire ce qui t'arrive. Donc, tu le diras quand tu seras prête. Et donc, du coup, tu l'as dit au bout de combien de temps? Je l'ai pas dit. Je l'ai dit, en fait, je l'ai dit à mon retour. Si, je l'ai dit à mon retour, mais pas immédiatement. En fait, je l'ai dit à mon retour parce que j'ai fait une micro-rechute de burn-out quelques mois après, et j'ai consulté un avocat à ce moment-là pour comprendre ce qui se passait. Et en fait, c'est pas une rechute, justement. C'était pas une rechute, mais j'ai eu très peur de la rechute. C'est plutôt ça. Ouais. J'ai fait une très grosse entorse. Qui arrivait de façon totalement aberrante, tu vois, le truc un peu étrange, et surtout j'ai dansé toute la soirée sans aucun problème, et le lendemain je pouvais plus poser le pied par terre, et c'était très bizarre. Même le médecin m'a dit je comprends pas comment vous avez pu même à chaud danser sur une enfin, voilà. Il s'est passé un truc très bizarre, et à ce moment-là je me suis dit mais je me réeffondre quoi, et j'ai contacté une avocate qui m'a dit mais votre employeur est aussi co-responsable de ce qui vous arrive, et vous devez de lui faire savoir que sa responsabilité est aussi engagée. Et donc, elle m'a aidé à rédiger un email pour annoncer que, je pense qu'il le savait, vu le type d'arrêt, etc. Voilà. Ils t'ont pas demandé, enfin, après, je sais que tu as le secret médical et tout, mais ils n'ont pas essayé de comprendre quand tu es revenue Je pense que mon chef, dans sa tête, j'étais juste une chieuse, quoi. Je suis désolée, mais... Ah non, mais ne le sois pas. Voilà, et mon équipe...
Mon équipe, en fait, comme j'étais en procréation médicalement assistée à l'époque, et du coup, il y avait le fait que je dois me faire des piqûres, des contrôles, etc. Quelque part, je leur ai dit, voilà, qu'il y avait eu un problème, effectivement, d'épuisement, mais qui était hormonal aussi. Voilà, je pense que tout le monde savait, mais tu sais, il y a des moments où En on se donne l'illusion. En fait, c'est fou parce que tu vois, dans toutes les personnes que j'ai interviewées ou même toutes les personnes que j'ai rencontrées, voilà, ça fait 2 ans que je fête mes 2 ans de burn-out et j'ai jamais rencontré en effet quelqu'un. Après, c'était souvent des gens dans des petites boîtes aussi. Et aussi, les gens n'étaient jamais revenus. Et donc, du coup, il y avait pas ça n'avait pas été, enfin, voilà, tout le monde savait que c'était un burn-out. Même si moi, tu vois, en gros, quand j'étais arrêtée, mon médecin m'a dit, voilà, épuisement professionnel, ou je sais plus quel terme il avait utilisé, mais bon, ça voulait dire burn-out. Et moi, j'ai été arrêtée 1 mois directement parce qu'en fait, elle avait voulu m'arrêter avant et j'avais dit non. Et en fait, mon boss m'a dit, tu dis pas que tu fais un burn-out à l'équipe. Et puis, voilà, on dit que on n'utilise pas ce mot-là en fait. Et en plus, il était en pleine levée de fonds. Je comprends. Et puis, de toute façon, au final, j'y suis jamais retournée. Mais, je comprends. Mais, connaissant cet univers, même si c'est quelqu'un qui m'a dit, de toute façon, Charlotte, on sauve pas des vies. En gros, prends soin de toi avant tout. T'es toujours un peu rattrapée par tes enjeux de boîte. Et quand, au bout d'1 mois, j'ai dit, en fait, non, là, c'est encore 1 mois. Enfin, là, en gros, il m'a dit, on peut en parler, mais bon, finalement, j'avais déjà un peu coupé les ponts avec les gens parce que il avait tellement dit, laissez-la tranquille, que du coup, même mon équipe mais j'en veux pas parce que au début, j'étais tellement mal que j'avais pas envie d'avoir de contact avec qui que ce soit de la boîte et puis même avec qui que ce soit tout court en fait et du coup après quand je les ai revus parce qu'il y avait des gens de mon équipe avec qui tu vois j'échange toujours et parce qu'on s'entendait super bien, ils m'ont dit mais on savait pas ce qu'on pouvait, en gros on savait pas trop si on n'avait pas trop le droit de te contacter pour le boulot, mais on voulait prendre de tes news, mais on savait pas si on avait le droit. C'était un peu c'est un peu compliqué en fait comme situation pour tout le monde en fait. Ah, et puis pour moi, pour l'équipe, voilà, que la directrice s'en aille, l'air de rien, c'est déstabilisant. Clairement, aussi, bien tu sûr. vois. Ouais. Bien sûr. C'était pas une agence qui roulait bien. Ouais. Donc, c'était encore plus compliqué, quoi. Ouais. C'était une agence qui avait de façon structurelle des problèmes. Et comment, du coup, tu as fait pour te remettre en selle? Parce que tu as la grosse traversée du désert et puis à un moment, on a besoin d'aide pour pouvoir se reconstruire et reprendre confiance en soi. Ça a été ma conscience quasi immédiate, mais j'ai pas pu le faire tout de suite parce que je pouvais pas sortir de chez moi. Donc, dès que j'ai réussi à sortir, moi, je l'ai fait par périmètre, tu sais, comme un chat qui sort de chez lui au fur et à mesure en élargissant le périmètre. Mais vraiment, ça a été ça. Et donc, j'ai commencé par aller voir une acupunctrice. En fait, non. Mon médecin voulait absolument, en fait, j'ai eu vraiment des idées de suicide, c'est pas de suicide. J'ai eu des flashs de moi en train de me suicider. Et j'ai eu à un moment, quand j'avais pris ma voiture, parce que je me sentais plus capable d'aller à pied chez mon médecin, juste pour le renouvellement, il y a eu un rond-point, je me suis dit, là, si je tourne le volant, tout est fini et ça m'arrange, quoi. Et je suis arrivée chez le médecin avec ça, et donc là, il m'a dit, Gaëlle, il va falloir que tu prennes les anxiolytiques que je t'ai donnés, parce que là, ça va pas du tout, et ça le faisait flipper, ce que je comprends. Et j'étais pas d'accord pour prendre les médecins. Parce que moi, j'essayais d'avoir un bébé à l'époque. Et que en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que j'avais encore envie, voilà, je crois que j'étais pas très lucide, et donc je suis allée voir une acupunctrice qui était à côté de chez moi, qui était aussi médecin généraliste, et qui m'a dit, OK, banco pour que tu prennes pas les anxiolytiques, mais elle m'avait donné des plantes, plus de l'acupuncture, et par contre, je devais l'avoir, et la promesse de prendre un rendez-vous chez une psychologue. Donc, il y avait le mix, voilà, plantes, acupuncture, plus, elle m'a dit, si vous prenez pas votre rendez-vous la semaine prochaine, je vous remets sous anxiolytique, je prends pas le risque. Enfin, voilà. Ouais, c'est quand même... Ouais. Mais j'ai trouvé ça super de sa part déjà de faire ça, de me faire cette proposition-là. Donc, j'ai pris un rendez-vous. Donc ça, c'était quand même 1 mois après le début du burn-out. C'est-à-dire que le premier mois, je n'ai rien fait. Je suis vraiment restée à la maison. Je crois que j'avais pris des médicaments quand même le premier mois, mais je me souviens même pas, tu vois. Et donc, j'ai commencé avec donc une psychologue et une acupunctrice. Et puis, quand mon périmètre s'est étendu et que j'ai pu aller un peu plus loin, je suis allée voir une chiropraticienne et une praticienne en shiatsu.
qui m'ont énormément apporté aussi. En fait, j'avais la dream team autour de moi, tu vois, des personnes. Et c'est drôle parce que ces rendez-vous-là rythmaient ma semaine. Et j'avais l'impression qu'un rendez-vous dans la journée, c'était déjà le truc énorme à faire, tu vois. Et ça rythmait un peu ma semaine avec ces différents rendez-vous. Mais clairement, c'est cette dream team autour de moi qui m'a permis de remonter marche à marche. Ouais. Et au bout des 5 mois, du coup, tu commences enfin, pour toi, c'était évident que tu allais y retourner. Comment tu as vécu cette période? Alors, c'est complexe parce que déjà, les derniers rendez-vous chez le médecin pour renouveler, sur la fin, il me renouvelait plus que de semaine en semaine, en me disant, Gaëlle, à un moment, va falloir que tu y retournes aussi ou que tu prennes une décision. Mais là, on est sur, voilà. Donc, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Je me souviens d'une fois où j'étais revenue dans son cabinet en lui disant, mais j'ai tellement peur de revenir le lundi que je suis terrifiée et tout. Et du coup, il m'avait mis 2 semaines en disant, je veux pas que tu vives ça toutes les semaines, mais il va falloir qu'on en parle. J'ai vraiment une bienveillance à toute épreuve. Et en fait, c'est avec la psychologue qu'on a pris les décisions au fur et à mesure de dire qu'est-ce qu'on fait, où elle m'a dit, bah voilà, il est possible d'y retourner, mais je vais te coacher pour, vraiment, et je serai là. Et je serai là, voilà, avec toi. Et donc, quelque part, vraiment, ça a été une co-création avec le médecin, la psychologue, où on s'est dit, OK, là, c'est le bon moment. Et je me sentais prête et du coup, j'y suis retournée. Et puis, tu avais l'enjeu aussi, du coup, d'aller revoir le médecin du travail pour te sortir de l'inaptitude. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. C'est vrai, c'était la première chose qu'il fallait que je fasse. Parce que j'avais pas le droit de retourner légalement au travail, effectivement. Ouais. Mais ça s'est bien passé. En fait, là, je me souviens, c'était une femme. Elle était très sceptique au fait de me redonner l'aptitude parce qu'elle trouvait que 5 mois, c'était très court. Elle me l'a dit. Du coup, elle m'a dit que aussi, si j'avais besoin de plus, bah, je revenais la voir. Et que c'était un non-problème pour elle. Qu'elle me faisait confiance, qu'elle entendait. J'avais des mots. J'avais un message de mon médecin traitant et qui mentionnait le fait que j'étais suivie par un psychologue et que j'étais pas toute seule, etc. Donc voilà, elle m'a dit, bon, j'entends que vous avez envie. Donc, je vais pas vous empêcher de ça. Maintenant, faites gaffe à vous parce que pour moi, c'est encore un peu fragile. Voilà. Encore une fois, plein de bienveillance, quoi. C'est ça qui est fou, tu vois. C'est pour les personnes qui vont nous écouter et qui sont au début du burn-out, ou c'est de se dire, enfin, tu vois, moi, ça fait 2 ans, je sens que j'ai encore des fragilités à certains moments. Après, t'apprends à vivre avec. Mais quand mon médecin m'avait dit, enfin, moi, j'étais voir une psychiatre qui m'a dit, bon, bah voilà, vous avez été arrêté 1 mois par la généraliste. Mais en gros, moi, enfin, je suis très allez, ok, c'est quoi le plan d'action? Ok, c'est quoi? Alors, dans combien de temps je suis sur pied? Qui faut aller voir? Moi, je suis prête. Et ma belle-sœur qui avait fait un burn-out m'avait appelé en disant, bah voilà, en gros, son frère, elle lui avait dit, bah voilà, je lui avais expliqué que j'étais arrêtée, et donc elle m'a dit, écoute, il faut que tu te fasses accompagner par un psy et compagnie, mais Charlotte, s'il te plaît, pas de plan d'action. C'est juste là, tu te reconstruis. C'est justement, il faut que c'est pas l'idée. Il faut que tu sortes de ce truc. Et la psychiatre m'avait dit, voilà, vous allez en avoir pour quelques mois. Et d'un côté, je trouve que c'est quand même rassurant. Et comme ton généraliste avait dit, de te dire, bah ça va être long. Parce qu'en fait, si tu penses que c'est fini en 1 mois, bah au bout d'1 mois, t'es déçu parce que tu te dis, bah, en fait, non. Mais en même temps, si on dit que ça va durer des mois et potentiellement des années, ça peut être un peu démoralisant quand même au début. Et ouais, mais je pense que c'est bien de le dire quand même parce que le fait qu'il m'ait dit ça aussi, moi, j'avais pas peur de le retourner le voir pour les renouvellements d'arrêt, tu vois. Alors que s'il m'avait dit ça, parce qu'en fait, c'est ça, sur la fin, je me souviens de me mettre en condition pour lui montrer que j'allais pas bien, tellement j'avais peur de retourner. Je vois tout à fait le truc. Donc, je me souviens vraiment de me mettre, alors que j'allais plutôt bien, on va dire, physiquement, d'accentuer le truc, d'arriver, tu vois, pas bien et tout, parce que j'étais tétanisée à l'idée qu'il me renouvelle pas l'arrêt, tu vois. Moi, je dormais pas la veille des arrêts, la veille des rendez-vous, je dormais pas parce que je me disais, mais si elle se rend pas compte qu'en fait, mais là, rien que l'idée d'y aller, ça me donnait envie de pleurer alors que je n'avais pas pleuré. Mais c'est, enfin, après, pour le signe d'espoir pour les personnes qui sont en train de traverser ce truc où ils sont dans le dur, c'est que oui, c'est long, mais qu'en fait, finalement, moi, je peux dire que 2 ans après, j'ai l'impression que j'ai été arrêtée hier, en fait. Et finalement, oui, il y a eu des moments compliqués, mais après, même si ça prend du temps, bah, tu te reconstruis, et c'est quand même le chemin. Il y a des petites embûches, mais c'est quand même chouette ce qui se passe derrière, au final.
Ah ouais, clairement. Clairement. Et puis ça devient un petit point dans notre vie. Enfin, aujourd'hui, 5 mois me paraissent ridiculement courts. En fait, ça s'est passé très vite. Et ce qui est très drôle, c'est de retourner au travail. Donc moi, je suis retournée dans la même équipe et tout. Ouais. Mais Du coup, t'es quasiment retournée dans la même agence? Ouais, même Tout agence. pareil. Tout pareil. On prend les mêmes et on recommence, quoi. Ouais, mes clients n'avaient pas changé, rien. Mais les gens, à la limite, pour eux, 5 mois, c'était passé hyper vite, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais ouais, c'est comme si t'étais partie en congé mat, en fait. Ouais, mais dans leur tête, ils m'ont vraiment accueilli comme si j'étais partie même en vacances. Enfin, tu vois, il y avait un truc très... Moi, je revenais un peu en me disant, oh là là, ils vont peut-être pas me reconnaître. Enfin, tu sais, dans le sens... En fait, non, c'était assez naturel. Ce qui a été bizarre, c'est que je me souvenais plus de mes codes et tout ça. Tu m'étonnes. Par contre, ça, ouais, j'avais bien grillé des neurones à ce niveau-là, donc j'avais plus aucun code, plus rien, etc. Donc il a fallu que je reconstitue un peu ça, que j'appelle la DRH pour leur dire oups. Désolée. Mais c'est passé assez crème en fait. Hein. Donc, Et quand t'es revenue, c'était le moment des entretiens annuels? Oui, complètement. Ah ouais, c'était le moment des entretiens annuels et mon chef, donc le directeur régional, hein, puisque quand on est directeur d'agence, c'est le directeur régional qui est notre chef, ne m'a pas planifié d'entretien annuel, alors qu'il avait planifié tous les entretiens des autres directeurs et directrices du groupe. Et du coup, c'est moi qui ai sollicité un entretien annuel et il me répondait pas. Et du coup, j'en ai mis un dans son agenda, ce qui, je pense, l'a mis un peu en colère. Et donc, bien sûr, il l'a décalé, hein, parce qu'il pouvait pas accepter celui que j'avais mis dans son agenda. C'était pas possible. Mais j'y suis allée. Donc, déjà, ce qui est drôle, c'est voilà, parce que j'aurais pu très bien dire, bah non, j'y vais pas. Mais en fait, si, j'avais des choses à lui dire, j'avais envie de le voir. Et j'y suis allée en étant coachée au sens vrai du terme. Hein. Ma psychologue était une psy en thérapie cognitive et comportementale. Et donc, on était vraiment sur des coachings. Et donc, j'ai fait une pure séance de coaching avec elle où on a fait la simulation d'entretien, le machin, etc. Enfin, on a fait la totale. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu, mais j'y suis arrivée avec une espèce d'assurance, finalement, que je me laisserais pas marcher sur les doigts, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, finalement, en fait, je trouve vachement intéressant dans cette histoire, c'est que toi, tu as pu, ce que font peu de personnes, c'est de se dire, je prends les mêmes, je recommence, mais je ne suis plus la même personne et je n'accepte plus certaines choses que j'acceptais avant. Et du coup, le fait de changer ta posture a fait que ça a changé le comportement des autres. Oui, complètement. En fait, ça, c'est ma psychologue qui me l'a dit. Elle m'a dit dès le début, écoute, vous allez avoir 2 choix. Soit vous abandonnez le navire et il va se passer un truc, c'est que moi, je vais vous accompagner en thérapie. Mais en vrai, au fond de vous aurez toujours peur. Vous aurez toujours peur que ça recommence. Vous aurez toujours peur que voilà, dès que vous verrez des signes, quelque part, c'est un traumatisme. Et dès que vous verrez des signes, vous vous direz, est-ce que ça va pas recommencer? Et elle m'a dit, ou alors il y a un truc sans enjeu, parce qu'on est d'accord que vous n'avez pas envie de rester dans ce job-là. Vous y retournez, vous voyez comment tout change, et puis après, vous vous barrez. Et j'ai trouvé cette notion de sans enjeu hyper intéressante, parce que c'est vrai, en vrai, je savais que ce poste-là, déjà, il était indéfendable, et l'avenir me donnera raison, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont passées derrière moi, il leur est arrivé des tuiles, parce que c'était un poste qui était invivable, hein, réellement. Mais voilà, ce truc de dire sans enjeu, vous y retournez, vous tentez le truc, et elle me dit, voilà, vous changez, et le monde va changer autour de vous. Et elle me dit, et ça vous forgera un truc vraiment pour l'avenir. Vous saurez que tout dépend de vous et que vous êtes capable de faire changer le monde autour de vous. Et tu vois, ce truc-là, cette promesse qu'elle m'a faite, je voulais pas y croire. Mais je me suis dit, après tout, mon médecin m'a refusé le droit à prendre une décision. Allez, je tente l'aventure. Moi, je suis très comme ça. Tu me dis, chiche de faire un truc, tu vois, j'y vais. Et donc, je me suis dit, ouais, pas con. Et donc, j'y suis retournée. Et effectivement, j'avais plus aucun enjeu. J'avais plus envie de faire semblant que je savais, alors que je savais pas. Et ça, c'était un vrai sujet, c'est qu'en fait, tu t'assumais pas de pas savoir certaines choses. Ouais, j'étais en zone d'incompétence. Ouais. Ouais, j'étais en zone d'incompétence et dans la banque, il y a certaines incompétences qui sont totalement tabous. Et je découvrirai par la suite que j'étais loin d'être seule à être dans cette zone d'incompétence et que le tabou était énorme. Ouais. Voilà, et j'ai, dans les années qui ont suivi, essayé de poser ce tabou autant que possible sur la table avec les commerciaux avec qui j'ai travaillé. C'est quoi ce tabou? C'est de ne pas être capable de lire correctement certains bilans. Ouais.
de pas comprendre vraiment les tenants et les aboutissants de certains trucs, tu vois. Mais ce qui est dingue, c'est qu'au fond, j'étais pas si mauvaise que ça. C'est ça qui est fou. Parce que justement, quand je me suis retrouvée dans cette situation-là, j'ai eu le culot de contacter mon père et de lui dire j'ai besoin que tu m'aides à lire ces bilans. Alors, désolée pour le secret professionnel, mais je pense que personne m'en voudra. Je l'ai fait avec lui, voilà. Et en fait, il me disait, mais tes analyses sont très justes. Mais effectivement, je savais pas bien calculer les ratios, tout ça, parce que je comprenais pas à quoi ça servait. Il me disait, mais c'est pas ça le fond du truc, tu vois. Mais voilà, j'avais cette croyance que les autres calculaient très, très bien leurs ratios et que moi, j'y arrivais pas. Enfin, voilà. Et j'ai passé, voilà, beaucoup de temps après à dire aux commerciaux, en vrai, tu l'as compris, ce bilan, ou t'as besoin qu'on en parle? Et alors, à leur expliquer comment ça se lisait, parce qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça, mais voilà. Donc ça, zone d'incompétence pour la gestion de ce qu'on appelait il y a comment ça s'appelle, des pointages à faire, des contrôles à faire tout le temps, qui sont très complexes, et sur lesquels j'ai jamais été formée et dans lesquels je me dépatouillais, voilà, comme et à un moment j'ai fait la grève des contrôles. Alors du coup ils m'ont envoyé quelqu'un pour m'aider à les faire. Non mais voilà, tu vois, il fallait juste dire bah non en fait. Un, je sais pas. Deux, je suis pas formée pour ça. En fait, ça c'est un vrai sujet de se dire que il y a un moment, une certaine responsabilité, qu'il y a des trucs que t'as pas compris au début parce que de toute façon, quand tu arrives dans une boîte ou dans un poste, bah, il y a tellement d'informations qu'il y a des sujets que t'as pas creusés et qu'après en fait t'arrives pas à assumer. Enfin, moi je sais que j'ai déjà vécu de pas assumer de dire que t'avais pas compris tel truc, mais qui est quand même vachement important sur ton job parce que tu as peur qu'on se dise bah elle est incompétente, mais en fait finalement c'est quand même beaucoup plus ça montre quand même beaucoup plus une forme d'intelligence, quelqu'un qui dit qu'il a pas compris, mais c'est parce que c'est que souvent les gens tu leur poses une question, ils te regardent genre mais ça fait tant de temps que tu es là et tu toujours pas compris ça. Mais c'est un peu un cercle vicieux en fait. C'est un cercle totalement vicieux. Et puis, il y avait une autre chose. C'est vrai qu'en tant que directrice d'agence, moi, j'ai eu quelques mois en binôme avec une autre directrice qui elle-même était déjà débordée, même si elle était très sympa, vraiment. Et donc, j'ai eu très, très peu de temps, en fait, de formation quelque part. En plus, mon agence était une agence innovante qui ne ressemblait pas à son agence à elle. Donc, c'était un truc un peu dingue. Et donc, j'ai eu très, très peu de formation au final. Et surtout, j'étais isolée. C'est-à-dire qu'en vrai, tu te retrouves un peu comme une maman qui a un bébé pour la première fois dans ses bras et qui se dit j'ai pas le choix, il faut que je gère le truc, mais je suis censée avoir une hiérarchie, etc. Et puis tout le monde est aux abonnés absents, tu vois. Ouais. Donc, et là, donc, t'en as parlé un petit peu, mais c'est quand même un truc qui était très important dans ta vie. Donc, c'était ton désir d'avoir un bébé. Bah ouais, j'avais envie d'avoir un bébé. Après, quand je reviens à ce moment-là, c'est plus une priorité absolue pendant quelques temps parce que là, il faut quand même que je me remette au travail et tout ça. Mais j'étais en procréation médicalement assistée et donc voilà, il y avait aussi des fluctuations par rapport à ça au niveau hormonal, etc. Et c'est compliqué parce qu'en fait, la PMA, ça c'est pareil dans le genre tabou. Dans la banque, c'est très tabou de dire qu'on veut un enfant. Surtout sur les postes sur lesquels moi j'étais, clairement. Mais quand je dis très tabou, c'est dit. C'est même pas on sait que. Moi, j'ai eu cette phrase dans un de mes entretiens. Alors moi, j'ai changé de poste tous les 2 ans. Donc des entretiens de changement de poste, j'en ai quand même quelques-uns. Et en fait, c'est mon directeur, directeur régional et le directeur national du réseau m'a dit au moment où ils m'ont confié l'agence, vous nous faites pas ce coup-là, Madame Baldassari. Je veux dire, c'est dit. C'est même pas, tu vois, c'est même pas supposé. Sur d'autres postes précédents, on me disait, vous avez un conjoint, tu vois, on me sortait des petits trucs un peu à la con, là. Mais là, non, c'est même pas ça. C'est vraiment, bon, bah, Mme Baldassari, on vous donne l'agence, mais vous nous faites pas ce coup-là, quoi. Donc, je veux dire, c'est compliqué de dire, même à son équipe, parce qu'on sait que tout se sait. Hein. Quand tu dis un truc à ton équipe, les autres équipes sont au courant. Enfin, voilà, ils se parlent entre eux et c'est très bien, mais de fait, tout se sait. Et donc, je me suis retrouvée à faire de la procréation médicalement assistée. Alors, c'est quoi concrètement pour celles et ceux qui ne connaissent pas? C'est se faire des piqûres tous les jours dans le ventre. Pour pouvoir aider les ovules à fonctionner, enfin les ovaires à fonctionner. Et c'est surtout que à partir d'un certain jour du mois, donc en l'occurrence en général J12, tous les 2 jours jusqu'au moment de l'ovulation, on a une échographie endovaginale et une prise de sang. Donc ça veut dire qu'avant d'aller au travail, il fallait que j'aille dans un cabinet d'échographie, faire un comptage des follicules. Donc pour moi, ça durait quand même assez longtemps.
Et puis ensuite, prise de sang et aller au boulot ensuite. Donc déjà, j'arrivais pas forcément à l'heure à l'agence le matin. Et surtout, pas forcément dans un état très fun, quoi, en fonction de ce qui se passait. Et puis au moment où on te dit top, là c'est bon, il y a un follicule qui va pouvoir ovuler, alors là c'est branle-bas de combat, donc on se fait une piqûre, on fait ce qu'il faut, etc. Et puis surtout derrière, il faut aller faire l'insémination artificielle, donc il faut aller courir au labo, etc. Donc poser des jours qui étaient absolument pas prévus, de façon totalement imprévisible, c'est le cas de le dire. Donc c'est quand même une situation très très particulière et je me sens pas de le dire à l'équipe parce que je me dis à partir du moment où au niveau de là-haut ils vont savoir que je vais avoir un enfant, je vais encore plus me faire dézinguer. Donc en fait on est dans un carcan qui est complètement aberrant, quoi. Ça a duré combien de temps du coup ce processus? Ça a duré assez longtemps quand même, hein, parce que j'ai fait, je saurais pas te dire en nombre de mois, mais en fait j'ai fait 5 inséminations. Donc, on va dire, comme j'ai des cycles assez longs à l'époque, on va dire que ça fait du 7-8 mois. En tout, on est sur une grosse année, quoi. Ouais. Jusqu'au jour où? Jusqu'au jour où je fais une fécondation in vitro. Donc, parce que du coup, on a épuisé le nombre d'inséminations artificielles. C'est comme ça que ça se passe au niveau de la Sécu. Ouais. Et donc, on part sur une FIV. Et là, c'est encore plus dur au niveau des rendez-vous, etc. Parce que ça se fait dans un centre qui est loin de chez moi. Donc là, pour le coup, et où il faut que j'aille faire mes examens dans le centre tous les matins. Donc là, pour le coup, c'est vraiment très, très dur. Et du coup, la FIV fonctionne. Donc, c'est au bout de la première FIV que tu es tombée enceinte? Ouais, heureusement parce que je pouvais pas en faire d'autres en fait, parce qu'en fait j'ai eu à la première FIV une hyperstimulation ovarienne de stade 4, donc j'ai failli mourir. Ok. Disons-le, vraiment. J'ai été hospitalisée pendant une semaine à la suite de ça, dans un état assez grave. Et donc, du coup, en fait, tous les médecins me disaient, c'est plutôt une bonne nouvelle que vous ayez fait l'hyperstime, ouais, c'est ça. Mais peut-être que ça veut dire que ça a fonctionné, parce qu'à l'époque, en fait, c'était entre le moment de la FIV et le moment où j'ai su que j'étais vraiment enceinte. D'accord. Et donc, il me disait, voilà, c'est peut-être une bonne nouvelle, mais on savait pas. Et en gros, moi, je savais aussi que une hyperstime de ce niveau-là que j'avais faite, ça voulait dire qu'on refaisait pas une FIV derrière, quoi. D'accord. Quand tu dis on ne faisait pas une FIV derrière, genre dans un laps de temps ou à vie? Ça, les médecins diffèrent là-dessus, mais on va dire que c'est pas une très bonne idée de recommencer, quoi. Ouais. À vie. Ouais. Le corps se souvient de certaines choses. Il est passé quand même pas loin. Je suis arrivée inconsciente aux urgences. Hein. Ouais. Donc. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que tu étais enceinte. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que j'étais enceinte. L'autre bonne nouvelle, c'est que du coup, j'ai été arrêtée les 3 premiers mois de ma grossesse parce que l'hyperstime m'a quand même mis dans un état assez... voilà. Et qu'en plus, je suis sortie de cette semaine d'hospitalisation avec un ventre digne d'une femme enceinte de plutôt 6-7 mois que d'une femme parce que, en fait, l'hyperstimulation crée un œdème. D'accord. Et donc, j'avais un ventre vraiment comme si j'étais enceinte de 6-7 mois, quoi. Donc, on me laissait déjà la place au supermarché et tout ça. Enfin, je veux dire vraiment, hein, sans se poser de questions, les gens... Et j'étais enceinte de 10 jours, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, mes médecins, avec mon passé, avec tout ce qui, voilà, vont décider de m'arrêter pendant les 3 premiers mois de ma grossesse, quoi. Okay. En fait, non, ils décident pas dès le début. Je fais l'hyperstime, je suis arrêtée 1 mois et après, je vais avoir des saignements au bout d'1 mois. Donc, je pense que c'est une fausse couche. Ouais. Et en fait, et je le dis à tout le monde, du coup, des saignements, ce n'est pas forcément une fausse couche. Ouais. Parce que moi, j'ai pleuré toute la nuit et je suis allée voir le médecin le matin qui m'a engueulé de pas y être allée la nuit, quoi, en me disant, mais pourquoi? Et donc, le cœur battait encore et c'était juste un petit hématome qui s'était vidé, quoi. Mm. Et donc là, par contre, il va m'arrêter sur les 3 mois en disant, bon. Ouais. Donc finalement, tu as été arrêtée une majeure partie de ta grossesse. Ouais, moi j'étais arrêtée les 3 premiers mois et les 3 derniers mois. Mais j'avais déjà changé de métier à l'époque, hein, au moment de ma grossesse. Au moment où ça fonctionne, parce que je vais faire tout le parcours de PMA, une partie donc en tant que directrice d'agence, et je vais changer de poste. Ok. Et donc je continue mon parcours dans un nouveau poste où j'étais devenue directrice nationale de l'animation commerciale. Donc j'ai été promue. Ok. Après un burn-out. Le truc un peu improbable. Ça, je le dis quand même. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est important de le savoir. J'ai été promue après un burn-out. C'est possible. Exactement, c'est possible et ça s'est fait en toute transparence avec ma hiérarchie. Et donc, j'ai été promue à ce poste que j'adorais, où je me suis vraiment éclatée pour le coup. Et donc, j'ai été arrêtée effectivement mes 3 premiers mois de ma grossesse et j'avais un projet qui me tenait énormément à cœur. Et les 3 mois suivants, j'ai fini mon projet.
Et je pense que j'avais l'intuition que au 6e mois, fallait que j'ai arrêté. Parce qu'en fait, mon projet consistait quand même à aller former les commerciaux dans toute la France. Donc, j'ai voyagé pendant 3 mois. Donc, je pense que j'avais l'intuition, voilà, qu'il fallait pas l'étendre jusqu'à mon congé mater prévu. Et j'ai bouclé mon projet. Et j'ai voyagé dans toute la France pendant les 3 mois avec mon gros ventre. Trop bien, j'étais trop heureuse. Et en fait, mon projet, une fois complètement bouclé, je me suis retrouvée dans une réunion où mon chef a commencé à vouloir me refiler parce que j'étais enceinte, donc des petits trucs un peu de merde à faire avant mon départ en congé mat. Et à ce moment-là, j'avais des contractions de folie quand je prenais les transports, je me faisais bousculer et tout. Et un soir, je suis allée le voir dans son bureau et je lui ai dit, écoute, demain j'ai la visite du 6e mois et je pense que tu me reverras pas, donc je préfère être cash avec toi. Ouais. Ah ouais. Voilà. Et puis je lui ai dit tout de suite, et puis je prendrai le max pour cet enfant, donc. Oui. On n'est pas prêt de se revoir, remplace-moi si tu veux, il n'y a aucun souci. Vraiment, je retrouverai une place en revenant ailleurs, quoi. Sens-toi à l'aise. Ouais, et la naissance de ta fille, ça a été un déclencheur, en dehors du bonheur de devenir maman, ça a été un moment majeur dans ta vie d'aujourd'hui. Ouais, complètement. Déjà, je ne savais pas si j'étais enceinte d'une petite fille ou d'un petit garçon, parce que j'en avais fait le choix de ne pas savoir, d'avoir la surprise. Et effectivement, elle naît. Alors, bon, la grossesse, la naissance s'est vraiment bien passée. Et en fait, on regarde pas tout de suite le sexe de l'enfant. Parce que moi, j'ai un bébé, tu vois, je m'en fous un peu. Et c'est une auxiliaire de puéricultrice qui vient et qui dit, mais vous avez même pas regardé si c'est un garçon ou une petite fille? Bah non. Elle lui soulève la jambe comme ça. Et du coup, on voit que c'était une fille. Et là, d'un seul coup, il y a eu un truc très mélangé à l'intérieur de moi, un plaisir immense d'avoir une fille, parce que ça me semblait plus simple quelque part. Enfin voilà, et puis c'était la lignée, tout ça. Et en même temps, mais quelle connerie d'avoir mis au monde une fille dans ce monde-là. Moi, je me suis battue dans mes différents postes contre beaucoup de sexisme. J'ai entendu des trucs que j'aurais pas dû entendre. Enfin voilà, j'ai souvent été la seule femme autour d'une table aussi. Et donc je me disais, elle va en baver, quoi. Enfin, ça va pas. J'ai fait quoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire subir à un enfant pourquoi la faire arriver dans ce monde si dur avec les filles, puis avec ces risques d'agression, c'est tout ça. Enfin voilà. Et à ce moment-là, c'est complètement shooté par les hormones. Je me dis, mais Miguel, tu fais société aussi, donc tu fais le choix de la société dans laquelle tu vis. Et ce jour-là, je me dis, ok, j'ai 18 ans pour changer le monde. J'ai 18 ans pour qu'elle arrive dans un monde, parce que moi, j'étais partie de chez mes parents à 18 ans, donc il y a ce côté d'envol quelque part. Donc, je sais pas pourquoi ces 18 ans m'ont parlé tout de suite, et je me suis dit, j'ai 18 ans pour qu'elle ait l'opportunité de s'envoler dans un monde qu'aura changé. Donc voilà, c'est la promesse que je me fais ce jour-là et que je lui fais quelque part dans ces grands yeux bleus qu'elle me regarde, avec lesquels elle me regarde. Et là, du coup, est-ce que tu as une idée à ce moment-là de comment tu vas pouvoir changer le monde? Non. À ce moment-là, non. Je me dis juste que je vais pouvoir me servir de mon parcours où quelque part, il y a une forme d'empowerment et où j'ai réussi à passer certaines épreuves, où justement, j'ai vu que en me changeant moi-même, j'avais réussi à changer beaucoup de choses autour de moi et que de fait, je pouvais... Parce que moi, il faut savoir que j'avais quand même fait ma toute première thérapie à 26 ans, en rentrant du tour du monde. Donc, ça faisait longtemps que je bossais sur moi. Et donc, je me dis, voilà, je vais peut-être pouvoir apporter ça aux femmes, mais sans avoir aucune idée de ce que je pouvais faire. Et comment c'est arrivé alors? Déjà, j'ai commencé par prendre un congé mater long, puis un congé parental. Alors, la sympathie de l'État français fait que le congé parental, au-delà de 6 mois pour le premier enfant, t'es pas rémunéré, mais t'as pas le droit de travailler non plus. D'accord. T'as juste le droit de pouponner ton gamin en perdant des trimestres de retraite. Voilà. Et donc, moi, je suis un peu hyperactive quand même. Et effectivement, quand ma puce va commencer à avoir 9, 10 mois, et je vais reprendre et je vais créer une association. Et dans cette assoce, je vais commencer par accompagner les parents, et notamment les mamans, dans l'accompagnement à la parentalité, puisque je m'étais formée entre-temps. Je suis un peu hyperactive, donc en vrai, je me forme toujours et tout ça. Donc, je m'étais formée, tout ça. Donc, je commence à faire des ateliers pour les mamans. Et en parallèle, je recevais aussi des femmes pour l'accompagnement à l'empowerment, parce que entre mon burn-out et ma grossesse, je m'étais formée à l'approche neurocognitive et comportementale. Ok. Donc voilà, je fais tout ça dans le cadre d'une assoce qui me permet de me payer de nouvelles formations.
Voilà, je trouve des astuces comme ça. Et donc ça pendant 3 ans, puisque, enfin pas 3 ans, parce que les 9 premiers mois, je suis restée vraiment avec ma fille, mais on va dire pendant 2 ans après, je vais préparer ça ou je vais faire de l'accompagnement. Voilà, en me disant que ça peut changer le monde. Ok. Et à quel moment, du coup, tu décides de dire stop à la banque? Je pense qu'au fond, la décision, elle était prise depuis quasiment que j'ai vu ma fille. Mais parce que j'adorais le métier, encore une fois. Moi, j'ai adoré tous mes métiers, hein, vraiment. J'adorais le métier dans lequel j'étais, mais mon métier, c'était responsable national, quoi. Donc, à un moment, c'est un métier qui nécessite d'être en déplacement tout le temps. Avec un bébé en bas âge, c'est voilà. pas l'idéal. Et qui, quand je suis là, m'impose d'avoir des horaires du type 9h, 20h, quoi. Donc, tu vois, c'est donc quelque part, je savais que ce métier-là, je pourrais pas le refaire. Enfin, j'avais pas envie de le refaire avec une enfant en bas âge. Et tous les métiers qui m'intéressaient dans la banque étaient de cet acabit-là. Ouais. Donc voilà, la décision était rapide. Après, j'ai usé de mon droit à avoir 3 ans pour prendre la décision. Du coup, tu y as jamais retourné après ton congé mat? Non. Alors, j'y suis officiellement retournée 1 mois parce qu'ils se sont plantés dans ma rupture conventionnelle. Donc, ils m'ont réintégrée pendant 1 mois en me dispensant d'y aller. Ouais. Mais non, j'y suis jamais retournée. Et à partir de quand? J'ai fait mon pot de départ. Ça, c'est sympa. Ouais, quand même. Et à partir de quand, du coup, tu as pris conscience là de toute la notion du cycle menstruel et de ton fer de lance d'aujourd'hui? Alors moi, j'en avais pris conscience au moment de mon burn-out parce que j'avais l'intuition que les hormones m'avaient quand même un peu précipité dans le mur et qu'il y avait eu des changements un peu radicaux entre le avant prise d'hormones, après prise d'hormones. Et je me souviendrai toujours de cette phrase du médecin à qui je lui dis c'est quand même bizarre, j'ai des changements d'humeur assez violents, et qui me répond oh, ça doit être juste le stress de vouloir un enfant. Voilà. Je dis oui, ça fait quand même des années que j'en veux un, et là c'est clairement avant, après hormones, et voilà, vraiment aucune réponse là-dessus. Donc moi j'avais déjà commencé à faire des recherches vraiment à titre complètement personnel pour comprendre. Je déteste ne pas comprendre ce qui m'arrive, hein. Vraiment Donc j'avais déjà contacté des chercheurs aux États-Unis et tout à titre personnel, hein, en leur disant pas, il n'y a pas de projet derrière, hein, pour dire voilà concrètement qu'est-ce qui m'est arrivé. Et donc, j'ai eu des réponses déjà intéressantes par rapport à ça. Et ben justement, les femmes que j'accompagnais en coaching parental ou en accompagnement à l'empowerment dans le cadre de la SOS, il y avait ces phases où elles me disaient mais je perds confiance, je me remets à crier sur mes enfants, ou de nouveau, je me liquéfie devant mon chef alors que ça s'était bien passé. Enfin, voilà. Et en fait, je leur posais innocemment la question parce que moi, c'était rentré dans mon quotidien. Mais t'en es où de ton cycle, quoi? Et à chaque fois, il y avait cette réponse de ah ouais, maintenant que tu le dis. Donc c'était assez drôle, elles me disaient même pas forcément où elles en étaient de leur cycle, mais il y avait cette prise de conscience. Et en fait, c'est une de mes clientes qui un jour m'a dit Gaëlle, tu sais des trucs que je ne sais pas, il va falloir que tu me les dises. Et moi je dis je vais pas utiliser une séance de coaching pour te raconter un truc dont je suis même pas experte, quoi. Et elle me dit c'est pas grave, tu fais une réunion pour tout le monde, comme ça j'utilise pas une séance de coaching. Et j'ai dit je suis toujours pareil, moi je suis chiche que allez hop, j'y vais. C'est un truc du coup que tu as fait payer ou que tu as offert? J'ai dû faire payer 5 €. Ou 2 € peut-être. Non, 2 € je crois. Tu vois. Ouais, je considère qu'il y a toujours un engagement à avoir quand on reçoit quelque chose. Et donc, le simple fait que je me sois démenée pour trouver une salle, pour... voilà. C'était un truc en physique, d'accord. Oui, c'était physique. Oui. Ouais, à l'époque, il y avait pas Zoom et tout ça. C'est venu bien après, tout ça. Ouais, non, c'était en physique. Et donc du coup, et toutes mes clientes sont venues, ce qui était très étonnant pour moi. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elles soient intéressées par le sujet. Et en fait, toutes m'ont dit à un moment ou à un autre, quelques semaines après, voilà, ça a changé quelque chose radicalement pour moi de savoir ça. Donc là, il y a eu la petite graine qui a été plantée, en fait, tu vois. Et j'ai commencé à faire des conférences sur l'empowerment au féminin, dans lequel tout à la fin, je mettais le cycle l'air de rien comme ça, ce qui m'a valu de me faire beaucoup alpaguer par les féministes qui comprenaient pas ma conférence. Et elles avaient raison, hein, parce que j'assumais pas trop, donc du coup... ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe à la fin. Elles n'avaient pas été préparées et du coup, elles n'étaient pas du tout d'accord avec ce que je disais. Et parce que j'assumais pas, parce que je me disais que personne ne viendrait voir une conférence sur le cycle, que ça n'intéresserait personne, et donc il fallait que je le fasse, mais un peu en loose day. Et voilà. Et à un moment, j'ai compris que c'est pour ça que je m'en prenais plein la tête, donc je l'ai assumé. Et puis ça s'est fait au fur et à mesure. Ça s'est fait d'abord en physique. Ouais, j'ai commencé les ateliers Kiffe ton cycle en présentiel. Ça s'appelait pas Kiffe ton cycle à l'époque.
Ça s'appelait Savoir utiliser les ressources féminines, parce que ça faisait surf et qu'il y avait voilà, l'acronyme du surf. Et donc, ça s'est fait en physique d'abord. Ouais. Et à partir de quand tu t'es dit, ça va être vraiment que ça et je vais créer Kiffe ton cycle et tous les programmes liés à la connaissance finalement de notre cycle et savoir surfer avec. Alors moi, après les 3 ans d'arrêt, du coup, je me suis mise en auto-entrepreneur et j'ai commencé à faire du coaching. Donc là, pour le coup, pas de moins en moins de coaching parental, parce que ça m'intéressait un petit peu moins, et du coup, de plus en plus de coaching lié à l'empowerment, etc. Et ça tournait bien. Donc, j'avais pas trop de problèmes. Donc, en fait, c'était un peu le side project. Kiffe son cycle, c'était le projet à côté. Mais voilà, j'avais mes consultations dans la journée, ça se passait bien pour moi. Et puis, je faisais mes ateliers à côté. Et je pensais pas du tout en faire un boulot. Enfin, voilà. Je trouvais juste que c'était hyper complémentaire dans ma pratique du coaching sur l'empowerment. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer une personne dont j'ai suivi la formation pour du marketing, web marketing pour les coachs et pour les accompagnants du bien-être en général. Et qui, à un moment de sa formation, qui s'appelle Jennifer et qui a arrêté ce boulot-là. Donc, du coup, je peux plus la recommander. Dommage non, parce que je l'ai beaucoup recommandé, mais du coup, elle a choisi d'arrêter complètement. Ok. Mais par contre, elle m'a apporté beaucoup. Et en fait, cette formation permettait d'avoir à la fin un site internet. Ouais. Et surtout, à un moment pendant la formation, elle a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous répétez systématiquement à vos clientes que vous pourriez mettre en vidéo? Et j'ai dit, oui, quand même, toutes les bases du cycle. Et voilà, là encore, la graine a été plantée, sauf que moi, j'étais phobique des vidéos. C'est-à-dire que je n'aurais pas pu faire l'entretien qu'on fait là tout de suite à l'époque. Je supportais pas de me voir en vidéo à un niveau assez élevé. C'est-à-dire les gens ont du mal à y croire, mais j'ai fait des trucs assez bizarres du fait de cette phobie-là. Et donc, comme quoi passé. Je me suis retrouvée, j'étais directrice commerciale nationale et je me suis retrouvée avec un formateur qui était venu pour la journée former sur des techniques de vente et qui nous a filmés et pendant les mises en scène. Et en fait, avant le débriefing, je me suis jetée sur son appareil photo et j'ai fait un reset. J'ai reformaté la carte en fait. Et là, je l'ai vu se décomposer et je ne pouvais pas imaginer que ça passe. C'était terrible, quoi. Mais vraiment, j'avais un vrai problème. Tu sais, dans les mariages, je me planquais. C'est-à-dire que quand je voyais le caméraman ou la caméraman se rapprocher, je me mettais derrière pour être toujours dans l'angle qui ne peut pas être dans Enfin, j'étais folle avec ça, quoi. Et puis voilà, la vie m'a mis des petits trucs qui m'ont permis de passer à l'action. Et je suis passée à l'action. Et du coup, je suis passée en vidéo. Voilà. Mais ça s'est fait un peu progressivement et c'était pas prévu. Et ça a été un peu dans la douleur parce que voilà, j'avais vraiment peur. Ouais. Et d'ailleurs, tu as fait un TEDx il y a un an et demi maintenant? Ouais, il y a un an, ouais. Et comment tu l'as appréhendé? C'est particulier, un TEDx. Je m'attendais pas à ce que ce soit si compliqué. Parce qu'en plus, moi, j'ai tellement l'habitude déjà de monter sur scène, etc., que je me disais, easy. Moi, tu me donnes le timing. Ma tête est très bizarre, mais je suis capable vraiment, sans regarder ma montre, de faire exactement le temps que tu m'avais donné. Okay. Donc, je me disais, 20 minutes, c'est 20 minutes, il n'y a pas de souci. Ça sera fait. Et non, en fait, c'est un gros travail de préparation. Et voilà, je l'ai abordé dans toute ma complexité, de rentrer dans le moule de ce qu'on me demandait et en même temps un moule qui me convenait pas. Donc, je suis rentrée dans le moule pour le casser tout à la fin et pour finir par monter sur scène à ma façon à moi. Et c'était super. Je mettrai le lien, évidemment. Je l'avais mis dans ce que je te disais tout à l'heure, hors micro, je l'avais mis dans la newsletter quand je l'avais découvert et je le remettrai dans le billet de blog sur pourquoipasmoi.co. Est-ce que les gens regarderont le TEDx, mais est-ce que tu peux dire dans les grandes lignes, du coup, quel est le message que tu martèles et que toutes les femmes et même tous les hommes doivent entendre? Bien sûr. Le message, c'est que on est des êtres fluctuants par nature. Avec des moments d'accélération et des moments de décélération, des moments d'humeur qu'on pourrait qualifier de positives et des moments d'humeur un peu plus négatives, et que ces fluctuations, elles sont la richesse de notre vie et qu'on nous a appris à désaimer certains de nos états et que cet apprentissage sociétal, c'est un piratage de notre fonctionnement
Et c'est ce qui nous met en difficulté. Et pour moi, le plafond de verre qui reste au-dessus de la tête des femmes aujourd'hui est en partie lié au fait que on ne se supporte pas, on culpabilise dans certaines périodes de notre cycle, alors que si on s'appuyait dessus, on pourrait réaliser de très grandes choses. Ouais, d'ailleurs, tu dis dans le TEDx que c'est finalement connaître son cycle, c'est un peu une arme anti-burnout. Ouais, clairement. Ouais, clairement, parce que déjà, le cycle, naturellement, on nous propose d'avoir des phases de décélération. Donc déjà, rien que ça veut dire des phases de ressourcement. Or, quand on est en burn-out, souvent, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de phase de ressourcement. Donc déjà, voilà, la première chose, c'est ça. Et surtout, de le connaître, de le comprendre, permet de considérer ces phases de ressourcement comme positives et utiles au processus. Parce que c'est ça le problème. C'est bien sûr que peut-être on s'est posé sur le canapé, mais on s'est trouvé nul quand on s'est posé. On s'est détesté. On a jugé que c'était vraiment un temps totalement inutile ce qu'on avait fait. Donc le repos n'est pas bon dans ces moments-là. Alors que si on se repose avec la conscience que ça apporte au projet, que c'est bon pour notre travail, qu'on ait ces temps-là de recul, forcément, c'est différent. On va les savourer. La posture. Ouais. Qu'est-ce qui te sert, selon toi, de ta vie d'avant dans ta vie de maintenant? D'avant le burn-out, tu veux dire? Ou d'avant dans la banque, vs ta vie maintenant d'entrepreneuse Il y a tellement de choses. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression, tu sais, d'avoir construit ma vie brique à brique et que toutes les briques d'avant, elles servent ce que je suis aujourd'hui, tous les jours. Donc, moi, j'ai envie de te dire tout. Vraiment, quoi. Enfin, c'est tout. La façon de parler en réunion parce que ça m'a formée sur ça, la façon d'avoir de l'assurance quand je présente un projet, la façon d'interagir avec les gens. Le fait d'avoir compris aussi que je portais des masques avant me sert aujourd'hui pour dire non, stop, en fait, arrête, t'as pas besoin. En fait, tout me sert parce que tout a été expérience et que donc tout m'apporte aujourd'hui, mais y compris le burn-out, y compris la PMA, y compris des choses traumatisantes que j'ai pu vivre, qui au final sont des choses qui me servent aujourd'hui au quotidien. Comment tu célèbres tes réussites? Alors, je danse. Mais vraiment, et alors sans musique, j'ai pas besoin. Je le fais même devant mes équipes, donc ça les fait beaucoup rire. J'ai pas de souci avec ça. C'est vrai que maintenant qu'on est en distanciel, c'est plus dur, mais à l'époque, elles rigolaient beaucoup de me voir faire ça. Je félicite les équipes aussi. Vraiment, je me prends, je prends le temps de savourer le plaisir de la chose. Génial. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, c'est à un moment quand ça pétille à l'intérieur de moi, et je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire, je peux considérer une réussite d'un truc qui, en apparence, c'est pas un objectif réussi. En vrai, la réussite, c'est le moment où ça fait yes. Mais tu vois, quand je travaillais dans la banque, déjà, je me souviens quand je signais des contrats avec les clients, je l'avais ce yes, quoi. J'ai toujours célébré les réussites comme ça. Ouais, une réussite, c'est juste le moment où ça fait yes à l'intérieur de moi et où plutôt que de le balayer du revers de la main pour voir tout ce qui va pas, je prends le temps. Génial. De dire yes, vraiment. Ouais, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu penses que la petite Gaëlle de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Waouh, je pense qu'elle dirait waouh. Waouh, tu déchires tout. Continue. Ne lâche rien, continue. Ouais, je pense que vraiment elle dirait ça. On dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi, du coup, tes renoncements à toi dans ta vie d'entrepreneuse? Renoncer à dormir. Ouais, c'est quoi mes renoncements? Je sais pas. En fait, c'est drôle parce que je crois que je suis de plus en plus lucide sur ce que je pourrais appeler des renoncements qui, au final, m'arrangent aujourd'hui. Donc, parce que tu vois, par exemple, hier, j'étais chez l'ostéopathe et j'avais mon dos bloqué. Et elle me dit, oui, il faudrait trouver des moyens de sortir et tout. Et je la regarde, intellectuellement, je suis d'accord avec vous. Et en fait, au fond de moi, ça m'arrange un peu de temps en temps d'avoir le dos bloqué. Donc, voilà. Parce que c'est comme si je touchais un mur et que c'était l'aboutissement d'un processus. Alors je dis oui, effectivement, c'est pas forcément idéal, j'en ai conscience, mais là tout de suite, je suis pas sûre d'avoir envie de changer le process. Alors elle a planté une graine, je pense que ça va évoluer. Mais voilà, je crois que je suis assez lucide sur beaucoup de choses que je pourrais dire, je passe pas tout le temps que je voudrais avec ma fille. En même temps, c'est pas vrai parce que je m'arrête quasiment tous les soirs à 16h pour aller la chercher à l'école. Elle a quel âge? Elle a 7 ans.
Voilà, mais c'est vrai que oui, bah, ma fille aura beaucoup entendu bon, bah, je dois te laisser, je vais en enregistrement. C'est une réalité. Mais en même temps, elle est là, elle voit mon bureau, elle vient faire coucou parfois aux gens avec qui j'enregistre et elle est dans mon quotidien. Donc, tu vois, je sais pas à quoi je renonce. Je pense que je renonce à rien parce qu'en fait, je fais peut-être des milliers de choix chaque jour et que si je commençais à regarder ce à quoi je renonce, je deviendrais folle, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu as le même train de vie que tu avais quand tu étais en banque? Oui, je suis revenue au même train de vie, ouais. Ah, Ouais. super. Avec plus d'inquiétude, quoi. Ah bon? Tu veux dire que ça tombe pas comme avant? Ouais, voilà. Non, avec plus d'inquiétude, j'ai le même train de vie, mais je sais que je paierai mes salariés avant de me payer moi. Et donc, quelque part, je suis très, très fière. Ça fait partie des réussites que je célèbre chaque mois quand je me verse mon revenu, parce que je considère que si je me le verse, c'est que j'ai pu payer tout le monde avant. Et voilà. Donc voilà, plus d'inquiétude, mais en même temps, c'est comme ça, hein. Mais oui, je suis revenue au même train de vie. Combien de temps? Il y a eu 3 ans sans avoir rien le droit de gagner. Donc voilà. Et après, je dirais très rapidement, parce qu'en fait, j'avais Pôle emploi donc j'ai signé une rupture conventionnelle, et j'avais Pôle emploi qui était effectivement, on perd avec Pôle emploi, mais quand même qui était très correct parce que j'avais la chance d'avoir un très bon salaire dans la banque, tu vois. Ouais. Donc je me suis pas sentie en manque, et qui a été très très vite en tant que micro-entrepreneuse. À un moment, Pôle emploi a arrêté de me verser quoi que ce soit parce que j'avais plus le droit. Enfin, je dépassais ce que j'avais le droit chaque mois. Donc non, je suis pas à plaindre. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Et du coup, pendant les 3 ans, comment vous avez fait? Vous avez vécu sur le matelas d'économie, sur le salaire de ton mari? Sur le salaire de mon conjoint. Et puis, ouais, on a de la chance. Je vais pas dire le contraire. En fait, on avait tous les deux de bons salaires, on avait tous les deux de l'argent, et on s'est pas trop posé. Après, c'est pas des sommes astronomiques, mais on n'a pas de gros besoins non plus. En fait, c'est ça qu'il faut voir, hein, c'est que quand on est à la maison pendant 3 ans, on peut aussi en faire manger soi-même, on mange plus au resto, et donc il y a plein de choses qui sortent de la liste de. Tu payes pas de nounou, enfin ça. C'est ça. Ça fait des belles économies, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, on avait un mode de vie assez minimaliste avec ma fille, donc on lui achetait pas non plus des tonnes de choses qu'on considérait que finalement elle n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de produits que j'ai fait moi-même, des trucs tout bêtes, hein, mais qui font diminuer quelque part le calcul final. Ouais. Et donc on a vécu sans se priver et sans non plus excès. Ouais. Oui, c'est vrai que ce qui était bizarre pour moi, c'était que il y avait plus d'argent qui rentrait sur mon compte. Donc quand je voulais acheter quelque chose, c'était soit sur le conjoint, soit c'était un peu étrange comme sensation. C'était pas ultra confortable, tu vois. Je suis passée d'un état où je me payais ce que je veux quand je veux, sans me poser de questions, etc., à un état où je suis bien consciente que du coup là, j'apporte plus forcément ça. C'était un peu étrange, mais on l'a parlé avec mon conjoint et ça s'est super bien passé, quoi. Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer? J'hésite entre me gérer moi-même et gérer l'humain dans mon entreprise. Je dirais non, gérer l'humain dans mon entreprise, c'est-à-dire gérer à un moment qu'une collaboratrice est en train de dévisser et plus bien du tout pendant le premier confinement, et à qui il arrive des problèmes perso aussi, et qui commence à faire n'importe quoi. Et je gère ça comment? T'as géré comment? Je pense de façon très perfectionnable. Avec tout ce que je pouvais, en essayant de rester humaine et en même temps directrice d'entreprise, ça veut dire prendre des décisions. Donc j'ai géré ça comment? Effectivement, je lui ai demandé de partir. Et quelques semaines après, on a déjeuné ensemble et on s'en est parlé. Et elle m'a dit qu'elle m'en avait beaucoup voulu, mais que rétrospectivement, elle comprenait et qu'effectivement, elle avait un peu déconné. Voilà. Mais en même temps, moi, j'ai pas forcément été la meilleure manageuse dans ce moment-là. Enfin voilà, je me remets aussi beaucoup en question, quoi. Ça a été quoi tes peurs au moment de lancer ton entreprise? J'en ai eu tellement. Mais tout. Je sais pas, la peur, peut-être, la première, c'était quand même la peur, effectivement, de pas gagner d'argent, parce que tout le monde s'en fout et que jamais, jamais je ne vende, et voilà. La peur aussi qu'il y ait trop peu de monde qui soit intéressé par le sujet, la peur d'être exposé et du coup d'être montré du doigt par la vindicte sociale, la peur que ma famille me regarde comme une extraterrestre en passant de la banque à Kiffe ton cycle. Voilà, je crois que c'était les principales peurs que j'ai pu avoir. Ouais. Et au final, ils ont réagi comment, ta famille? Ouais, ils m'ont quand même regardé un peu comme une extraterrestre.
Mon père me l'a dit il y a pas très longtemps, mais j'ai trouvé ça tellement touchant. Il m'a dit, j'y croyais pas. Mais en fait, ce qui se passe avec ma famille, c'est qu'ils m'ont tellement vu rebondir, changer de situation et tout, que, en fait, ils trouvaient ça très bizarre. Oui, ils y croyaient pas forcément, mais ils se disaient, Gaëlle, elle s'en sortira toujours. Au pire, mais d'ailleurs, c'est ce qu'on se disait avec mon conjoint. On se disait, mais au pire, je vais faire du service dans des restaurants, etc. Je l'ai déjà fait, je suis capable de le faire. Enfin, tu vois, en fait, au pire, c'est pas le pire de faire ça. Hein. Je dévalorise surtout pas ce métier-là. Mais je veux dire, j'étais prête à tout. S'il fallait prendre les poubelles derrière un camion et aller le faire, je l'aurais fait. Donc, j'ai pas ce truc-là depuis toujours. Enfin, même quand j'étais directrice d'agence bancaire, je retournais régulièrement au guichet. Remplacer ma collaboratrice quand elle était pas là, parce que je trouve que c'est hyper riche d'être à tous les étages. Donc j'ai jamais eu ce truc de je veux pas redescendre ou je veux pas. Donc voilà. Donc je pense que c'est ça. Ils m'ont regardé quand même très bizarrement. Ils ont pas compris. Ils ont pas tout compris. Mais ils se sont dit allez, why not? Elle a l'air de s'en sortir. Puis ils savaient qu'il y avait Pôle Emploi, donc quelque part ils se disaient bon, ça rassure. Ouais. Ça rassure. Elle a 2 ans pour se faire son délire. Après elle reviendra de plus noble cause. Et puis bon, en fait non, ils sont contents aujourd'hui, ils me suivent quoi. Génial. De quoi t'es la plus fière aujourd'hui? Je pense que ce dont je suis la plus fière aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à faire tomber les masques, de plus jamais mentir, de dire les choses comme elles sont, d'être capable en réunion de dire j'ai rien compris à ce que vous venez de dire, sans avoir aucune peur qu'on me dise mais t'es quoi? Je pense que c'est vraiment ça. Parce qu'aujourd'hui, au quotidien, quand ma fille me pose des questions, je suis complètement capable de lui dire que sa question me met hyper mal à l'aise parce que je sais pas comment lui répondre ou que ça vient me chercher ou voilà. Et toutes ces choses-là, c'est une richesse au quotidien. Puis alors, c'est tellement de gains d'énergie. Je pense que mon burn-out, il vient aussi du fait que ce masque-là que je portais en permanence, il me prenait beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, je suis complètement capable d'envoyer un message à mes équipes, ce que j'ai fait hier, en leur disant, j'ai le dos bloqué, j'ai eu une matinée de merde, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais c'est pas moi qui ferai l'email aujourd'hui. Voilà, et je suis capable de le faire aujourd'hui. Voilà. Et c'est pas une excuse dans mon quotidien pour pas faire les choses, mais ça rend possible le fait de laisser de la place aux autres aussi. Et partout dans ma vie, je suis capable d'arriver en vacances et de dire là je suis fatiguée, donc désolée, je vais pas faire le repas pendant 2-3 jours. Après je m'y mettrai quand j'aurai de l'énergie. Mais voilà, alors ça c'est d'assumer en fait finalement ta vulnérabilité et ce qui permet aussi aux autres d'assumer la leur aussi. Ou pas. Ou alors de rentrer dans leur propre conflit intérieur parce que ceux qui s'imposent encore de mettre le masque ne supportent pas ou difficilement que moi je les laissais tomber. Et du coup, ça t'a fait un filtre dans ton entourage? Je suis pas sûre parce que là je parle plutôt de la famille du coup avec qui je suis toujours en contact. Est-ce que ça m'a fait un filtre? Je sais pas. Après moi j'ai déménagé donc c'est compliqué de savoir qu'est-ce qui a fait un filtre, qu'est-ce qui l'a pas fait. Non, je suis pas sûre. Je pense surtout que parce que moi, je l'accueille avec beaucoup de bienveillance aussi, ce mal-être que je peux déclencher chez les autres dans ces moments-là. Donc, je rentre pas dans le conflit avec ça, en fait. Voilà. En fait, je suis tellement consciente que moi, avant, serait rentré dans l'art de moi aujourd'hui que je leur en veux pas de me rentrer dans l'art, en fait. Ouais. Et limite, ça doit les décontenancer le fait que tu rentres pas dans le jeu de l'agressivité ou de... Parce que finalement, quand tu as quelqu'un qui est passible, enfin, quand toi, tu es énervé, tu as quelqu'un qui est passible en face de toi, ça décontenance. En tout cas, ça permet pas d'alimenter la chose qui est en train de se faire, quoi. C'est ça. Donc, mais c'est, enfin, je pense que tu as clairement la bonne approche et tu vois, hier j'étais au téléphone avec une personne parce qu'on est en plein travaux de la maison et tout, et le mec m'a annoncé 3 semaines de retard sur un truc qui est quand même très très structurant, et le mec me dit, et je lui avais dit faites en sorte qu'il n'y ait pas du retard parce que j'ai déjà fait un burn-out et j'aimerais bien éviter d'en refaire à cause de ma maison. Et hier il me disait je suis vraiment désolée machin et tout, je passe mon temps à me faire engueuler, et je lui dis, vous savez, ça c'était moi avant. Et là, je me dis, en fait, j'ai pas envie de perdre de l'énergie à vous engueuler parce que ça sert à rien. En fait, ça changera rien enfin, vous y pouvez rien. Donc, en fait, ça sert à rien. Et je me suis dit, waouh, j'ai fait des progrès. Parce que je me serais vidée d'énergie. Le mec, je l'aurais vidé d'énergie et tout ça pour le même résultat, en fait. Ouais, c'est vraiment ça, mais je pense que c'est génial de pouvoir voir justement qu'est-ce qu'on aurait pu faire avant, comment on le fait aujourd'hui. Ouais. Et
voilà. Et après, je suis malgré tout restée exigeante et structurante, je pense, avec mes équipes, à leur demander des choses, clairement, et à pouvoir être pas contente quand je suis pas contente. Mais après, oui, le point, c'est quand même, enfin, tu voilà. vois, je lui ai quand même dit, bon, bah évidemment, vous pouvez bien imaginer que je suis pas contente du tout, mais c'est la façon de le dire qui Voilà, fait qu'au ça sert à final, rien de. t'as fait passer le message. Au final, limite, ton message va mieux passer parce Oui. que finalement, tu vas pas le perdre dans des trucs qui font que le mec il sera saoulé, donc il t'écoutera même plus, quoi. Ah, c'est tout à fait ça. Puis tu vois, parfois, moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps dans une réunion où je suis partie peut-être un petit peu loin avec l'équipe et tout, parce qu'en fait, j'avais pas compris quelque chose. Et du coup, je m'en suis pris plusieurs fois à la même personne parce que j'avais pas compris que c'était elle qui avait fait tous ces trucs-là. Moi, je parlais à l'équipe pensant que c'était un collectif et c'est pas ça qui s'est passé. Et du coup, après, mon équipe est revenue vers moi. Donc, je sais que j'ai instauré cette possibilité-là, puisqu'il y en a qui sont revenus vers moi en me disant, Gaëlle, ça a été un peu rude, etc. Et en fait, j'ai pu m'excuser auprès de la personne en lui expliquant ce qui s'était passé. Et je pense que c'est aussi ça, la grande force, c'est de pouvoir dire, en fait, moi, je suis juste un être humain. Et j'ai mes émotions et ça ne justifie en rien le fait que l'autre s'en prenne plein la figure. Mais à certains moments, il peut arriver quelque chose. Donc, je suis aussi en capacité de m'excuser, en fait. C'est ça. Et avant, je me serais tellement considérée comme une mauvaise manageuse, etc., en réalisant le truc, que je suis même pas sûre que j'aurais réussi à faire la démarche de m'excuser, tellement je me serais trouvée nulle et que j'aurais culpabilisé, etc. Maintenant, je dis, voilà, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Maintenant, le fond était vrai, la forme était pas OK. Ouais. Voilà. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à quelqu'un qui n'aurait pas écouté ton interview, qui ne te connaît pas et qui te dit, qui voit qu'en gros aujourd'hui tout ce que tu fais ça cartonne, tu as fait ton TEDx, tu as sorti un livre, un super livre, tu as tes programmes qui marchent bien, tu as une équipe et tout, tu gagnes ta vie comme avant et qui te dit que tu en es là exclusivement grâce à de la chance. Alors, il a pas tort, mais en fait, non, c'est un mélange. Il a pas tort, mais tellement pas exclusivement. J'ai tellement bossé et j'ai tellement flippé et j'ai tellement pleuré. J'en parlais encore hier soir avec mon conjoint parce qu'on parlait de vision pour l'entreprise. Et je lui disais, mais j'en pleure de cette vision parce que c'est un tiraillement permanent entre ce à quoi j'aspire, ce à quoi j'ai le droit de croire, ce que je veux faire. Et je suis tout le temps dans ce tiraillement intérieur. Et donc, non, j'ai bossé comme une tarée, pas à pas, en montant les marches les unes après les autres, en me cassant la figure parfois violemment, en ayant des loupés, des emails où je me disais, ça va cartonner, je vais réussir à vendre et tout. Et puis je reviens 2 heures après, 2 jours après, 4 jours après, il s'est absolument rien passé. Je suis terrifiée. Je me dis que jamais je vais réussir à me payer, à payer mes équipes, etc. Encore là, en ce moment, on a un sommeil qui marche beaucoup moins que ce que je voudrais. C'est terrible pour moi parce que je suis dans ce tiraillement intérieur vraiment violent. Non, vraiment, j'ai flippé et j'ai bossé. Et j'ai beaucoup bossé. Et je pense que c'est aussi ça le truc, c'est que et j'ai jamais rien lâché. J'ai tous les plans que je me suis dit je vais les faire, j'y suis allée. Si parfois j'ai lâché des trucs, j'ai lâché des projets en me disant non, trop, too much, j'y vais pas. Tant pis, je renonce et j'y vais pas. Mais j'ai fait des choix tous les jours et parfois je suis épuisée, parfois j'en pleure de ça parce que faire des choix tout le temps, c'est fatigant. Ouais. C'est fatigant. Donc voilà, ce que j'aurais envie de dire, c'est oui, la chance, bien sûr. À certains moments, il y a des alignements de planètes que moi-même, je me dis, mais waouh, de trucs de fou. C'est vrai, je vais pas dire le contraire. Mais la chance, je l'ai bien soutenue, quoi. Je l'ai bien aidée, en fait. C'est ça le truc. C'est que oui, il y a des portes qui se sont ouvertes. J'ai su rentrer dedans. J'ai su prendre les risques. J'ai su trembler, m'effoncer. J'ai su aussi investir beaucoup d'argent à certains moments, dans des moments où j'étais pas sûre que ça soit rentable, qu'on puisse réussir à sortir de ça, dans des moments où je me rassurais en me disant parce que je suis quand même allée jusque-là, parce que je te dis oui, on n'a jamais eu trop de problèmes et tout, mais en vrai, je suis quand même allée jusqu'à me dire, bon, et si j'ai plus du tout d'argent, il se passe quoi? Et en fait, mon truc qui me rassurait, c'était de me dire, mon papa et ma maman me donneront à manger et m'accueilleront. Donc, je suis quand même allée dans mes inquiétudes jusque-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vis pas non plus sur un pactole qui me permettrait de ne pas me poser de questions pour le futur, quoi. Oui, t'es pas rentière. Non. Non. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est ce qui terrifie ma conseillère en gestion de patrimoine, c'est que je n'ai pas de patrimoine. On vit dans une maison en location. Et donc, voilà, parce que j'ai pas construit tout ça parce que c'était pas mes priorités, quoi. Et à quel moment dans ta vie tu te dis pourquoi pas moi ou tu t'es dit pourquoi pas moi? Dès le début. Depuis toute petite, je me dis que je vais réaliser des grandes choses et que je suis pas ici pour faire un truc. D'ailleurs, dans la banque, je me disais, non, t'as cru en des trucs quand t'étais petite, mais bon, en vrai, t'es un peu bien dans le rang, quoi. Tu vois. Est-ce que quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup tu aimerais donner aujourd'hui?
Bah, peut-être mes 2 mantras, j'ai envie de dire. Le premier, c'est amuse-toi sérieusement de la vie. Un jour, j'ai compris qu'on pouvait mourir en se prenant un pot de fleurs sur la tête, parce que c'est vraiment arrivé à quelqu'un à Lorient. Ce jour-là a changé ma vie, vraiment. Je me suis dit, putain, on peut vraiment mourir en se prenant un pot de fleurs sur la tête, mais en quoi cette vie est totalement dérisoire, en fait. donc autant kiffer. Donc vraiment, Avec quel âge? Ah bah c'était il y a pas très très longtemps, je devais avoir 35 ans dans ces eaux-là, tu vois. Et vraiment, ce fait divers a changé ma vie. Donc voilà, j'ai envie de dire, amuse-toi sérieusement de la vie, parce qu'à la fois, il faut faire les choses sérieusement pour que ça avance, pour qu'on puisse être fiers de nous et aller au bout des projets, parce que si on les fait pas sérieusement, voilà. Et à la fois, parce que si on les fait pas sérieusement, en fait, on va pas aller au bout de nos projets, on va pas être fiers de soi, et puis on va avoir une vie en demi-teinte, et ça, c'est pas drôle. Donc je pense que c'est important. Et en même temps, faut tellement s'amuser, parce qu'on peut tellement mourir de se prendre un pot de fleurs sur la tête que... Non, mais je sais pas si cette image vous parlera, mais moi, elle m'a vraiment changé la vie. Je me suis dit, c'était un truc qui m'avait frappé. C'était, j'étais à Barcelone week-end avec mes copines il y a quelques années. Et là, j'avais appris que genre une semaine avant, sur la place Aréal, t'as quelqu'un qui était mort parce qu'il s'était pris un palmier sur la tête. Voilà, bah, c'est la même chose. Non, mais c'est ça, c'est le concours des morts les plus idiotes. Mais tu vois, tu te dis, waouh, tu te promènes là et bing, un palmier sur la tête, tu meurs quoi. C'est ça. Et puis mon conjoint a un ami à lui qui est décédé dans une répétition de musique. Il est mort tout net comme ça. Aucun signe avant-coureur, rien du tout. Ouais. Aucune comorbidité comme on le dirait aujourd'hui. Donc en fait, il y a cette conscience quelque part que chaque jour ça peut s'arrêter. Donc autant kiffer un max. Et en même temps, dans la construction, parce que chaque jour ça peut s'arrêter, mais il se peut aussi que je vive jusqu'à 90 ans ou jusqu'à 100 ans. Et j'ai vraiment envie à la fin de me retourner et de me dire, ouais, t'as bien kiffé. Donc voilà, et puis mon deuxième mantra, c'est celui-là, je l'ai emprunté à Gandhi, mais c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est-à-dire que j'ai arrêté de toute déperdition d'énergie à regarder les autres et à espérer qu'ils changent, parce que c'est juste nourrir quelque chose que j'ai pas changé à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, je vois, je dirais, le bon dans toute chose, parce que je reconnais que en fait tout ce qui vient me toucher moi, c'est ce que j'ai pas encore changé à l'intérieur de moi, quoi. Et ça me fait du bien, et je vois bien que par rapport à certaines personnes avec qui je peux échanger au quotidien, qui s'accrochent sur telle personne, elle fait ci, machin et tout. Et moi, je suis bah oui, mais si elle fait ça, peut-être que c'est parce qu'il s'est passé ça dans sa vie et que tout ça. Et du coup, je vois que moi, c'est plus doux à vivre. Ça, c'est moi, j'en ai pris conscience avec Maud Ankawa. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, tout à fait, j'adore ses livres. Ouais, elle a écrit Kilomètre Zéro et Respire, qui sont deux pépites, et j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer. Et c'est vraiment avec ces bouquins où j'ai pris conscience de ce truc-là. Et du coup, j'ai testé en direct, tu vois, sur mon mari, au moment où genre un jour il me dit mais j'ai mal au dos à cause de toi. Et je lui dis non. T'as pas mal au dos à cause de moi. Enfin, toi, tu vas t'énerver parce que j'ai dit ça, mais en fait, ton voisin, il va pas s'énerver parce que j'ai dit ça. Et du coup, réfléchis à ça. Et mine de rien, depuis que j'ai adopté ça, tu vois, donc ça va faire plus d'1 an. Mais ça allège le quotidien, ça allège les relations aux autres. C'est incroyable. Ouais, alors ça, par contre, moi, ça fait partie aussi des choses qui ont écrémé, par contre, mon entourage. Là, pour le coup, ça, c'est vrai, je le vois, parce que je renvoie les gens à leurs responsabilités. Et ça, c'est violent pour eux. Et je le sais que c'est dur, mais je leur dis, mais enfin, ok, tu t'énerves sur la personne d'à côté, mais du coup, tu deviens totalement irresponsable. Tu ne peux pas changer les choses si tu es irresponsable. Donc, je les renvoie à leurs responsabilités. Et je sais que même mon conjoint, parfois, me dit, mais c'est super dur ce que tu me dis tout. Bah ouais, mais en te rendant responsable, je te redonne le pouvoir de changer la chose. Et j'ai tellement pris conscience de ça grâce à mon burn-out parce que mon chef, je le chargeais de tous les maux. Et j'ai tellement vu qu'il avait changé quand moi j'ai changé que j'ai vu que j'avais tout le pouvoir pour changer le monde autour de moi. Mais c'est vrai que il y a des gens qui acceptent pas. Et moi, dans mon métier au quotidien, notamment des personnes qui souffrent par rapport à leur cycle, etc., qui viennent vraiment se présenter en victime de ce qu'elles vivent, qui n'ont du coup aucun pouvoir sur ce qu'elles vivent, on se frite régulièrement. Et régulièrement, je termine les commentaires par dire on va juste considérer qu'on n'est pas d'accord et qu'on va être d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, parce que là, on n'avancera pas, en fait. Juste, moi, je suis intimement persuadée qu'on a si on se résigne à considérer qu'il y a quelque chose sur lequel on peut pas agir, pour moi, c'est la mort. Tu vois, non, en fait, je peux agir sur tout. Et tout ce à quoi je décide de ne pas agir, c'est parce que finalement, je suis plus confortable à décider de ne pas agir qu'à agir, même si c'est inconfortable. Tu vois, le truc, c'est ça. Et j'ai cette conscience-là.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ça, c'est pareil. J'ai tellement l'impression qu'on m'en a donné beaucoup, mais beaucoup. Il y a toujours eu des petits anges sur ma route, tu vois, pour me donner le conseil. Mais peut-être le meilleur conseil qu'on m'ait donné il y a pas très longtemps, voilà, on va l'écrémer comme ça, c'est d'écouter la petite voix qui était à l'intérieur de ma tête, parce qu'elle me disait toujours des trucs intelligents. Et, et comme je voulais pas y croire, je la balayais toujours du revers de la tête pour moi, de la main. Et un jour, il y a une femme extraordinaire qui est médium, qui m'a dit, Miguel, cette petite voix, qui qu'elle soit, si tu l'écoutes, tu vas gagner en énergie. Et elle a pas tort. Ah, c'est génial. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Kiffe ton cycle et du coup, enchaîner après sur c'est quoi tes prochains défis? Yes. Alors, Kiffe ton cycle, aujourd'hui, c'est un mouvement. Il y a 7 personnes qui travaillent au quotidien dessus à Rennes, plus des freelances qui travaillent avec nous en dehors de ça. Et donc, c'est une entreprise qui a pour but de diffuser les connaissances autour de la santé des femmes. Aujourd'hui, c'est plus uniquement le cycle. On est en train d'élargir les choses autour de la santé des femmes en général, et qui donc propose des programmes en ligne. Un pour les femmes, un pour les jeunes filles. Donc, un pour les jeunes filles qui s'appelle Kiffe tes premières règles à partir de 10 ans. J'en fais beaucoup la promo à mes copines parce que mon fils, il a 10 ans et donc du coup, j'ai des copines qui ont des filles de cet âge-là et je leur dis à toutes, tu vois, l'autre jour, je discutais avec quelqu'un et qui me disait sa fille, elle a 10 ans, elle ne lui a jamais parlé de règles de sa vie. Sa fille ne l'a jamais vue saigner ou quoi. Et tu te dis, mais du coup, à chaque fois que je rencontre une maman, je dis, il faut que vous achetiez le kit, faut que vous regardiez Kiffe ton cycle parce qu'on peut pas laisser les filles nos filles dans l'ignorance, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis les jeunes, elles adorent, hein. Vraiment, ce programme est adoré par les jeunes filles qui l'ont fait. Et d'ailleurs, il y en a qui le font en famille avec leurs frères et tout. Enfin, c'est assez drôle de voir. Donc, c'est à partir de 10 ans. Les retours. À partir de 10 ans, ouais. Bon, j'offrirai ça à ma nièce pour ses 10 ans. Ouais, on a des plus jeunes même qui l'ont fait, mais moi, je considère que voilà, les plus jeunes, c'est bien si elles sont demandeuses. Souvent, c'est quand la grande sœur l'a fait ou des choses comme ça. Et il n'y a pas de problème parce que ma fille pourrait le regarder, elle a 7 ans. Vraiment, elle pourrait le regarder. J'utilise des mots. Il n'y a rien de tabou dans ce que je dis. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que c'est à partir de 10 ans qu'on va pouvoir vraiment en avoir les bénéfices totaux, sachant que la moyenne d'âge des premières règles, c'est 12 ans et demi. Du coup, c'est vrai que ça vaut le coup d'être au courant avant quand même. Et jusqu'à 17 ans à peu près, c'est intéressant parce que c'est un programme qui pose les bases de la physiologie, comment je fonctionne, qu'est-ce qui se passe. C'est pas un cours de biologie, hein, mais qui pose quand même toutes les bases. Et à partir de 17 ans, il y a le programme Kiffe ton cycle, qui là, pour le coup, est fait plutôt pour les personnes qui ont déjà expérimenté le fait d'être cyclique. Et veulent comprendre comment ces fluctuations psychologiques peuvent être à leur service. Et puis là, récemment, on a fait un programme qui va être remis en ligne puisqu'on est en train de l'améliorer, qui s'appelle Kiffe ton syndrome prémenstruel. Et donc, on a plus de 900 personnes qui ont fait le programme, qui nous ont fait leur retour, qui kiffent déjà vraiment beaucoup et qu'on est en train de récupérer leurs remarques pour l'améliorer encore. Donc voilà, et on va faire de nouveaux programmes dans ce type-là. Il y a le livre Kiffe ton cycle, si on veut lire. Et puis, il y a les sommets, tous les 4 mois, on crée un nouveau sommet thématique qui permet d'aller explorer par le truchement d'autres experts et donc pas uniquement ma voix, qu'est-ce qui se passe autour de la santé des femmes. Génial. Et donc, tes prochains défis? Les prochains défis, c'est de passer à l'étape vraiment supérieure, de monter la marche forte, peut-être d'aller lever des fonds. En tout cas, c'est la décision qui est en cours là potentiellement, pour devenir une référence sur la santé des femmes. On a des projets digitaux, pour vraiment accompagner. Moi, j'en ai trop marre, vraiment, d'entendre des personnes qui sont en errance, qui comprennent pas ce qui leur arrive, qui vivent des choses. Et j'en peux plus d'entendre des personnes qui sortent de chez un médecin alors qu'elles sont en aménorrhée depuis 1 an et qu'on leur dise mais tout va bien, madame, c'est pas grave. On verra quand vous voudrez un enfant parce que c'est ce que j'ai vécu et que c'est une connerie sans nom. Et donc, je voudrais que ces informations se diffusent au plus grand nombre. Et aussi parce que les médecins sont en demande de ça. C'est pas contre les médecins, au contraire, on travaille avec eux parce qu'ils sont pas formés sur ces choses-là, ils savent pas gérer. Donc c'est faire en sorte qu'on puisse diffuser cette information de façon indépendante des laboratoires, parce que c'est aussi le problème, hein, il y a de l'information qui est diffusée, mais qui parfois, alors ça c'est un truc de fou que j'ai découvert, mais il y a des sites qui paraissent tout à fait anodins sur un sujet informationnel, et puis quand on creuse dans les mentions légales, il y a un labo derrière, et on se dit c'est bizarre, ils revenaient toujours sur la même solution. Non, mais j'en souris, mais je suis terrifiée.
Je suis terrifiée parce que c'est de la manipulation, en fait. Et c'est des solutions qui sont potentiellement de la chirurgie ou des choses assez violentes, quoi. Et je suis terrifiée de voir ça. Donc voilà, je pense qu'il y a urgence à ce que l'information soit pléthorique, disponible, accessible, et qu'en plus on ait des outils, c'est pour ça des programmes en ligne ou autres, qui permettent d'aller plus loin quand on a une problématique. Je veux dire, aujourd'hui, ça devrait plus être acceptable qu'il y ait des personnes qui vivent des mycoses récidivantes tous les mois. Parce qu'il y a des solutions pour régler le problème au niveau du terrain. Ça devrait plus être acceptable qu'on dise à quelqu'un, bah oui, le syndrome prémenstruel, c'est normal, et qu'elle vivra avec. En fait, tout ça n'est pas acceptable. C'est pas acceptable non plus de dire, bah, t'as de l'endométriose, t'es condamné à souffrir, ou alors prends une pilule qui bloque les règles. Non, moi, je connais des personnes qui n'ont pas pris de pilule qui bloque les règles et qui ont trouvé des solutions pour moins souffrir ou pour ne plus souffrir. Il faudrait qu'on ait l'éventail. Après qu'on choisisse de bloquer ses règles, moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais qu'on soit conscient des impacts. Donc voilà, le next step, c'est vraiment de passer à l'étape où tout le monde peut recueillir de l'information chez Kiffe ton cycle, et où chaque personne se dise, quand ma copine me dit, ah bah j'ai eu un problème avec mon cycle le mois dernier, hey, t'as été voir sur Kiffe ton cycle si t'avais la réponse. Voilà. Et tu vois, c'est marrant parce que j'imagine que tu dois connaître Bernadette de Gasquet. Oui. Et ce qui est fou, c'est que Bernadette, elle a repris. Donc, bon, pour ceux qui la connaissent pas, c'est Madame Périnée, et justement, elle a la même volonté que toi de faire en sorte que les femmes connaissent leur corps et prennent soin d'elles. Et en fait, ce qui est fou, c'est que Bernadette, elle a repris ses études à 38 ans de médecine. Elle avait 3 enfants, et à 38 ans, elle s'est dit, OK, je vais faire médecine pour pouvoir avoir la légitimité de pouvoir parler de mon sujet. Alors, Bernadette, elle a l'âge de nos mamans, donc c'était une autre époque, mais c'est quand même un truc de malade, en fait, quand y penses. Mais tu sais que j'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé. À faire tes études de médecine. Ouais, j'y ai pensé. Ouais, parce que je vois bien que si j'étais médecin, tout de suite, ma voix porterait beaucoup plus. Alors aujourd'hui, les petites légitimités que j'ai, c'est le nombre de personnes qui sont dans la communauté et qui ont suivi les programmes, c'est le fait d'avoir écrit un livre chez Larousse, c'est le fait effectivement d'avoir fait un TEDx, des choses comme ça. Mais on sent bien le fait d'être formé en approche neurocognitive et comportementale aussi, ça fait partie des choses qui sont un peu légitimes, on va dire. Mais on voit bien. Alors aujourd'hui, vraiment, j'ai plus aucun problème parce qu'il y a des médecins qui interviennent dans les sommets. Ouais. Et donc, je me prends plus dans la tête, le Luluberlu qui se fait son truc dans son coin, etc. Parce que justement, j'ai réussi à construire autour de moi aussi une communauté de médicaux, de paramédicaux qui sont légitimes. Mais j'y ai pensé parce que, en vrai, si j'avais fait médecine, aujourd'hui, ça serait beaucoup plus facile pour moi de diffuser le message. Ouais. Et au final, tu vois, Bernadette, parce que je l'ai interviewée, elle a jamais fait le moindre rendez-vous médical. Genre, elle racontait que ses enfants, bon bah voilà, quand ils étaient malades et tout, elle leur prescrivait des médicaments, mais que comme elle avait tellement peur, elle prenait son Vidal, et c'était toujours les mêmes médicaments qui sont aujourd'hui interdits de commercialisation. Et c'est fou de se dire, en effet, que pour justement pouvoir alimenter ton message, tu t'es besoin d'aller chercher de la crédibilité. Et finalement, ce qu'elle disait, c'est que oui, ça lui a appris des choses, mais ça lui a juste apporté le statut, quoi. C'est vraiment ça. Après, moi, du coup, j'ai décidé que je m'en foutais maintenant. Et que quelque part, mon expérience, et puis que c'est très complémentaire. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que si j'étais médecin, il y a peut-être des choses que je pourrais pas faire comme je le fais. Moi, j'ai une liberté totale aujourd'hui. Je ne suis affiliée à rien. Personne ne vient me dire ce que j'ai le droit de dire ou pas. Je dis fuck à tous ceux qui me disent que j'ai pas le droit de dire un truc. Et du coup, ce qui est génial, c'est que ça me donne aussi la liberté permanente de rappeler je suis pas médecin. Ouais. Et donc aussi de faire cette alliance-là, parce que c'est ce que tu dis. Moi, le risque, c'est que je serais devenue médecin qui ne consulte pas, parce que ça aurait pas été mon but, et ça aurait été une bêtise sans nom, parce que pour le coup, j'aurais pu croire que j'étais compétente. En fait, l'intérêt que j'ai aujourd'hui, c'est que je crois pas que je suis compétente. Vraiment pas. Donc ça veut dire que dès qu'on me pose des questions sur des pathologies, des choses comme ça, je renvoie immédiatement vers les médecins, et grand bien m'en fasse, parce que parfois, grâce à ça, il y a pu y avoir des personnes même sauvées, une personne qui me demandait des conseils parce qu'elle avait mal, et en fait c'était une grossesse extra-utérine, et si je l'avais pas envoyée aux urgences, ça peut être grave. Donc cette humilité que j'enseigne d'ailleurs à mes ambassadrices qui travaillent avec moi, parce qu'effectivement j'ai pas parlé d'elles depuis le début, mais il y a des ambassadrices, il y a 50 ambassadrices dans toute la francophonie qui font des ateliers Kiffe ton cycle. Et la première chose que je leur enseigne, c'est cette humilité de jamais croire qu'elles sont médecins.
Parce que un médecin, c'est pas juste un diplôme, c'est aussi quelqu'un qui consulte, c'est aussi quelqu'un qui va aller ausculter, qui va aller regarder ce qui se passe. Et que même si j'avais le diplôme, le sceau, au final, derrière mon écran, je suis personne pour répondre à ces gens-là. Donc voilà. Et je crois que le fait de pas avoir la légitimité m'autorise à dire non mais vraiment aller voir un médecin. Par contre, trouver la bonne personne, peut-être aller voir une sage-femme si c'est plus confortable pour vous en fonction du type de pathologie dont on nous parle et tout. Mais je renvoie systématiquement et vraiment je l'ai pas la connaissance des médecins. C'est-à-dire que moi je suis admirative. J'ai encore une fois régulièrement des médecins sur les sommets et je suis admirative de ce qu'ils font quoi. Et je me dis voilà, chacun sa compétence. Et en même temps, tu sensibilises et puis c'est aussi dire aux femmes, enfin tu vois, moi j'ai passé beaucoup d'heures à faire des séances de rééducation du périnée et en fait donc j'ai eu beaucoup le temps de parler avec la kiné, enfin là et les kinés qui me disaient mais on voit encore des femmes de 60-70 ans qui viennent et qui pensaient que c'était normal d'avoir des fuites. Mais non, c'est pas. En fait, c'est dire aux femmes, on vit avec des choses qui nous incommodent au quotidien, et en fait, c'est pas normal en fait. Et moi, tu vois, j'ai grandi avec le fait de me dire, tu ris, tu as un fou rire, tu te fais pipi dessus, c'est normal. Non. En fait non, c'est pas du tout normal. Et tu vois, moi d'ailleurs, bon, je suis un peu, je sensibilise toutes les femmes au périnée parce que pour le coup, moi, enfin, à vie, du coup, comme je savais pas qu'il était fragile, l'accouchement, ça s'est passé d'une façon qui fait que à vie, je peux plus courir et il y a certains sports que je peux plus faire. Mais du coup, à chaque fois, les femmes, je leur dis, mais faites attention, et c'est pas normal, n'acceptez pas des choses qui vous incommodent au quotidien parce qu'en fait, maintenant, ça fait partie de ma vie, tu vois, même à mon discours de mariage, mon frère a fait une blague sur mon périnée, tu vois. Donc, c'est pour dire. Mais bon, c'est en tout cas, c'est dire, ouais, mais en fait, finalement, j'ai envie de dire, c'est une belle métaphore avec le message que je veux faire passer sur Pourquoi pas moi, c'est dans votre vie, il y a des choses qui vous incommodent. Vous avez le droit et le pouvoir de dire stop et de dire que vous avez le droit d'être heureux, en fait. Mais c'est tellement ça et c'est tellement dingue qu'on ait pu nous faire croire. Juste à nous, les femmes, faut être honnête, parce que un homme qui a mal, mon conjoint en ce moment, il a mal au genou, tous les médecins se mettent en branle-bas de combat pour trouver pourquoi il a mal au genou. Enfin, je veux dire, jamais personne ne lui viendra à l'idée de le laisser comme ça, tu vois. Alors, je dis pas qu'on laisserait une femme qui a mal au genou non plus, mais sur toutes les spécificités féminines, les maux du cycle, les douleurs, les malaises, les sensations pas confortables, je ne sais pas. Moi, j'ai entendu des récits, mais tellement dingues de là où je suis, de personnes qui tombent dans les pommes de douleur à qui on dit c'est dans votre tête, madame. Non. Non. Il y a un moment, il faut arrêter le délire. Là, si tu tombes dans les pommes, c'est pas dans ta tête. Peut-être que tu n'as pas trouvé la maladie, mais ce n'est pas dans la tête de la petite dame. Donc, voilà. Et des médecins qui prennent tellement pas conscience qu'en fait, là, cette personne dont je te parle tombe un jour dans les pommes dans la salle d'attente du médecin. Et à ce moment-là, le médecin va lui dire, il y a peut-être quelque chose quand même. Ça fait des années qu'elle est en errance médicale. Ce genre de truc est plus acceptable. Non. Donc non, souffrir n'est pas acceptable. Par contre, il y a quelque chose à réhabiliter qu'on a complètement sorti de la société, c'est l'inconfort. L'inconfort, lui, il est souhaitable pour évoluer. Je veux dire, on gravit pas une montagne sans moment d'inconfort. C'est pas vrai. Il y a des moments où on se dit qu'est-ce que je fous là, où j'en ai marre, où j'ai envie de tout poser, etc. Ouais, la peur permet de se poser aussi les bonnes questions et bien sûr. Et cet inconfort-là, il est normal. Et aujourd'hui, on a voulu nous faire croire, notamment dans les publicités, que pour le coup, il suffisait d'acheter un truc pour se débarrasser de cet inconfort. Donc, en gros, consommer, comme ça, vous n'aurez plus d'inconfort. Et ça, c'est le mensonge du siècle, le mensonge de notre proposition, enfin, de la société capitaliste telle qu'elle est créée. Et donc, en fait, à la fois, on nous dit les douleurs sont normales, alors que non, en fait, c'est jamais normal de souffrir, clairement, qu'on soit bien clair. Et en même temps, on nous dit oui, mais c'est pas normal que tu sois inconfortable, donc achète ce truc-là, ça va régler le truc. Moi, je milite pour l'éloge de l'inconfort, c'est-à-dire revenir à un inconfort acceptable, compréhensible, mais le refus de souffrir. Et c'est deux choses différentes. La souffrance endémique, chronique, elle est intolérable. Totalement intolérable, surtout dans notre monde où on envoie des gens sur la Lune. Il y a un moment, faut juste qu'on arrête le délire, quoi. Et en même temps, et certainement pas sans diagnostic, parce qu'à un moment, il peut y avoir des souffrances diagnostiquées avec l'information qu'à un moment, voilà, oui, effectivement, la maladie telle que va appuyer sur un nerf et va rendre le truc, voilà. Mais sans diagnostic, c'est totalement inacceptable.
c'est ça, le but, c'est de faire passer le message que et qu'en même temps, voilà, l'inconfort, il est nécessaire. Dans tout cycle, ça passe par un inconfort et je sais pas ce que se disent les arbres quand ils perdent leurs feuilles au moment de l'automne, mais je suis pas sûre que ce soit ultra confortable pour eux non plus. Et pourtant, c'est ce qui va permettre la renaissance au moment du printemps. C'est clair. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Moi, je remercie ma mamie, Jeannette, ma maman, Dominique, ma fille, Élise, de faire que je sois dans cette magnifique lignée de femmes. Génial. Un grand merci Gaëlle. Et puis, rendez-vous sur Kiffe ton cycle. Je mettrai tous les liens sur le blog et puis sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Charlotte, c'était un vrai plaisir. Avec plaisir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Allez, je vous dis à demain dans la newsletter et à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?